Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd, le Movies Nerd numéro 56. Longtemps après le 55. Exactement, c'est un reboot. Tout ce que vous connaissiez du podcast Movies Nerd n'existe plus ou quasiment plus, à part les gens qui le font. Donc c'est vraiment un pilote, on va tester ça. Le dernier épisode canonique du coup est sorti le 22 avril 2020, le Movies Nerd 55, donc ça fait longtemps. Donc je vais d'abord présenter les gens avec qui je vais faire ce podcast. Du coup, si moi vous me connaissez pas, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a plus diffusé de podcast, je suis Axel, un des autres de ce podcast, mais j'ai l'honneur d'avoir avec moi deux de mes comparses du podcast Movies Nerd, en commençant par Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Bah ça va. Depuis ce désert, Ouais. ce désert de publication. Non mais toujours vivant, donc c'est bon. Ok, toujours la banane. Ça va. Ok, très bien. Et j'ai un deuxième hôte avec moi qui est Morgane. Salut. Salut, créateur de Jugez-moi coupable, dont vous avez pu entendre les 3 et uniques numéros. Non mais là c'est oui. Personne s'en rappelait. On reviendra. Pour l'instant, il est dans le coma. Oui, il est à l'agonie. Et on va le sortir du coma. On va le sortir du sommeil artificiel prochainement. Voilà. Sinon, ça va ? Bah oui, Morgane. ça va. Rien de nouveau dans ma vie. Voilà, reprise d'études. Okay. J'ai été salarié, puis licencié. Donc c'est parfait, tout va bien. Je suis un citoyen lambda. Oui, très bien. Parfait. Écoute, c'est nickel. Mon licenciement, coup, je te remercie. Non, j'ai comment dire, j'ai les backstage et je sais que ça se passe bien actuellement pour toi, donc c'est pour ça que je me permets de te dire ça. Juste pour expliquer rapidement une envie, comment dire, du coup on fait un reboot comme je l'ai dit au début, on repart à zéro. L'envie c'était vraiment que le format évolue. Personnellement, moi j'ai passé, c'est peut-être aussi pour ça du coup qu'il n'y a pas eu beaucoup de podcasts, parce que je me posais beaucoup de questions sur le format, comment le faire évoluer, parce que je me reconnaissais plus trop dans ce qu'on faisait, même si j'adorais le faire, hein, mais c'était juste je voulais qu'on évolue, et du coup je vais vous présenter le sommaire juste après, et puis on verra ce que ça donne, mais je suis plutôt content de ce qu'on a pu faire, et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais commencer du coup avec le sommaire, et on commencera, alors première nouveauté, on va commencer, la première rubrique ce sera un petit jeu qui changera à chaque émission, donc, que je vais présenter, et du coup Morgane et Eddy vont participer. Ça va commencer, c'est un petit jeu assez simple mais qui devrait être plutôt amusant, je pense. Et le premier jeu s'appelle De quoi tu parles. J'expliquerai plus tard les règles aux deux candidats, voilà, et aux auditeurs également. Ensuite, la grosse partie puisque ça va durer une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, la grosse partie du podcast, on va se concentrer sur des thèmes. Voilà, on va faire des podcasts à thème. Le thème de cette émission, ce sera le concept de surcoté. De quoi on parle quand on parle de films surcotés ? Est-ce que c'est quelque chose qui est justifiable d'appeler un film surcoté ? On va parler de tout ça, de notre avis là-dessus. Et évidemment, ce que je voulais, c'était que ce soit une zone un peu libre, le thème. Donc on va partir de là, puis après on pourra se permettre de partir sur différents sujets, différents films, même parler d'autres choses que de films. Voilà, donc c'est quelque chose qui j'espère va vous plaire. Et on finira avec la seule chose qui est restée du coup des podcasts Movies Nerd. J'y tenais un peu, c'était les minutes nerd. Donc c'est un peu les recommandations
culturels hors cinéma que chacun va présenter. Du coup, ce sera plus une seule Minute Nerd par émission, mais ce sera 3 Minute Nerd qui seront des petites Minute Nerd. Donc ce sera un peu plus raccourci et on parlera moins longtemps, mais on parlera de 3 sujets différents. Voilà. Donc si ça va pour tout le monde, on va commencer tout de suite avec la première partie. Et on va commencer avec le jeu. On est dans la première rubrique, donc le jeu. Cette émission, on va faire le jeu qui s'appelle « De quoi tu parles ?» Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Je vais vous jouer 7 extraits différents, extraits sonores différents d'une trentaine de secondes. Il y aura 1 point par bonne réponse. Donc les extraits sonores sont des extraits de critiques que j'ai trouvés sur YouTube, des critiques de youtubeurs célèbres, de films. Et alors FR ou FR. On va avoir du Durandal, c'est sûr. Mais je l'adore, Durandal. Ne spoilons pas tout, on va voir. Mais du coup, je me suis dit, on va mettre en place une nouvelle technologie que les Américains nous envient, qui est une activité mondiale pour ce podcast, c'est le Coin Teaser, ça s'appelle. Le Coin Teaser. C'est une marque déposée. Donc, évidemment, durant les critiques, ils vont dire le nom du film, mais le Coin Teaser met en place un système où il y a un bruit de canard à la place du titre du film ou à la place du titre du réalisateur. Donc voilà, vous allez entendre ça. Donc pour donner la réponse, il faudra... C'est un podcast sponsorisé par France Ténèbres. Exactement. Donc pour donner la réponse, mes 2 candidats, donc Morgane et Eddy, il faudra dire d'abord votre prénom, pas tout de suite dire le nom du film. Parce que, attention, je serai intransigeant et notre Tout le monde sait comment il s'appelle, c'est bon. Donc, il faut trouver le titre du film, du coup, dont il parle. Ça va du moins compliqué au plus compliqué, où il y aura le moins d'indices, du coup, sur le 7e extrait. Donc, 1 point par bonne réponse. Je serai intransigeant et notre huissier Grand Maître Coin également. Donc du coup je vais commencer. On dirait un espèce de sorte de burger quiz là, vu les règles. Peut-être un peu inspiré de Burger Quiz. Un grand miam par bonne réponse. Exactement. Le grand miam sera avec nous. Non, c'est Grand Maître Coin ici. Donc on commence avec le premier extrait. J'espère que tout va fonctionner. Je suis mauvais joueur. Je suis désolé Eddy si je t'insulte. Alors. Mais je t'emmerde, mon petit pote. Oui, on va pas commencer comme ça. Donc attends, si je récapitule, parce que moi je comprends vite, mais il faut quand même expliquer un certain temps avant. Donc quand il faut que je dise mon prénom pour dire la réponse. C'est ça. Quand vous avez la bonne réponse, vous dites votre prénom. J'arrête l'extrait sonore et vous donnez la réponse. Okay. J'accepte. Et c'est que des extraits de critiques. De critiques. Donc c'est vidéo. pas un blind test de musique ou quoi que ce soit. Non, ça ce sera peut-être pour une autre fois, mais là c'est des critiques donc qui parlent de films différents. Et du coup on va commencer avec le premier extrait. Vous me dites si vous l'entendez bien, et sinon je ferai les petits réglages appropriés. Voilà, c'est une première. Donc oui, pourquoi est-ce que lorsque l'on parle, on associe souvent ça à une génération? Tout simplement parce que si vous découvrez la saga aujourd'hui, il se peut qu'on ne retrouve pas la même magie qu'on avait ressentie à l'époque. Surtout si l'on vous parle inlassablement depuis des années, que vous avez pris de l'âge, etc. Ce premier volet risque un peu de vous décevoir. Et vraiment pour le coup... Oui. Harry Potter complète. C'est une critique de la saga Harry Potter. Il a dit un truc. Morgane. Ouais. Non, j'accorde à Eddy, mais. Ah non. Dis-moi un titre du Harry Potter que tu penses dont il parle. Oui, c'est à l'école des sorciers, ce qui parle du premier film. C'est celui-là. C'est très bien. Voilà. D'accord. Moi, j'étais pas prévu. Moi, j'aurais dit les animaux fantastiques, donc sans regret. Ok. Donc voilà. Ok, très bien. Il y a 1 point pour Eddy. On peut citer aussi la personne en question, c'est Clapman du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, ça, je vais avoir du mal. Ouais, par contre, j'ai pas noté tous les... Normalement, je me souviens, mais alors, c'est pas sûr à 100%. Je suis pas beaucoup de... Moi, je suis, donc j'essaierai de retrouver... Oui, c'est... En plus, du coup, s'il y a Morgane, c'est parfait. Vous avez tous bien entendu? C'était nickel, le son? Ouais.
Peut-être un chouïa plus fort, mais... Un chouïa plus fort. Ok, très bien. Donc, je me note ça, et on est reparti pour le deuxième extrait. Alors, ça charge un petit peu. Et moi, personnellement, je suis extrêmement fan du long-métrage d'origine, du film d'animation. C'est Morgane. Je crois que c'est mon film. Oui. Le Roi Lion, version 2019. Non. Oh merde. Non. D'animation Disney, le Disney classique préféré, hein, vraiment, j'en aime beaucoup, mais celui-là, je le trouve vraiment au-dessus, vraiment au-dessus. Et donc, c'est vrai que le fait de réaliser un remake live, par maintenant, en tout cas par Disney, alors même si c'est vrai que Zemeckis c'est derrière. Oui. Alors, Pinocchio. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai entendu Zemeckis, je m'apprêtais à dire La Belle et la Bête, honnêtement. Mais j'ai entendu Zemeckis, donc j'ai dit Pinocchio. Ouais. Et par contre, j'arrive pas à savoir qui c'est. Au départ, j'aurais dit que c'était le Fossoyeur. Non, c'est Dirty Tommy. C'est Dirty Tommy, ouais. D'accord, mais cette voix grave comme ça, mais c'était pas assez net. Pardon pour Dirty Tommy. Oui, non, oui. mais il y avait c'était pas la même niveau du son. Ouais, non, pas mais la même prise de son. Mais après... les voix se rapprochent un petit peu, je trouve. Du coup, c'était bien ça. Voilà, et Dirty Tommy, exactement. Mais c'est très bien ce jeu, ça va me forcer à aller voir des youtubeurs critiques. Ouais, d'ailleurs, je salue Dirty Tommy qui me follow sur Twitter depuis cette histoire de parents. Tommy, voilà. J'ai compris Toby, pardon. Dirty Tommy. Tommy, oui. Ah, mais désolé pour vous écorcher ton prénom si tu nous écoutes. Il n'y a pas de souci. Du coup, on va continuer. Donc, Eddie a 2 points, Morgane 0. Merci de me rappeler mon échec. Excusez-moi. Donc, c'est parti pour le 3e extrait. Pour faire un petit vlog sur film de qui est sorti en 1960. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'étais obligé de faire cette blague parce que c'est un film que j'ai étudié en cours avec mon professeur d'analyse de film quand j'étais à l'ESSEC. Et il nous sortait cette réplique à peu près à chaque début de cours. C'était bon, alors un petit film des années 60. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Voilà, parce qu'il savait très bien que tout le monde avait déjà entendu parler. Il se trouve que malgré tout le monde n'a pas... Ouais. Psychose ? Dis-moi. Ouais. Putain, bravo. Ouais, alors le youtubeur, je l'avais aussi, mais alors le film... Mais parce que il allait continuer sur une scène célèbre de meurtre de douche où ça allait tous vous donner la réponse. Ah, ok. Mais Morgane l'a trouvé avant. Film des années 60, il était très sarcastique. Ouais. Mais justement, je me suis dit cet extrait. À Citizen Kane à un moment, mais c'est plus vieux Citizen Kane. Oui. Mais non, je me suis dit, ça me faisait marrer de vous mettre tout l'extrait. Ok, très bien. Donc 2-1. On continue avec le 4e extrait. Un slice of life movie, c'est une histoire dans un film qui retrace vraiment le quotidien d'une certaine personne. Et au fait, c'est vraiment ce qu'on a dans ce film. On a d'un côté, on va dire 2/3 du film qui représente vraiment un slice of life de... Et le dernier tiers du film qui est vraiment une histoire à proprement parler. Quand je dis proprement parler, c'est que le dernier tiers est vraiment plus inspiré d'un point de vue narratif. Il y a vraiment plusieurs actes et ça se ressent réellement. Alors que dans les 2 premiers tiers, il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a juste l'histoire de ces 2 personnages-là et je pense que c'est pour ça que le film a pas mal déçu. Mais ça reste un film qui a quand même la patte de Tarantino durant tout le film concernant les dialogues. Morgane. Eddie, merde. J'ai entendu Morgane en premier, désolé. Morgane. Allez, Once Upon a Time in Hollywood. C'est ça. Et c'est qui ce youtubeur? C'est Reggie le gorilla et bon, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas dans on a entendu un oh non pas lui au début. Moi j'ai juste cherché critique avec des noms de films et j'ai pris les premières qui me sortaient. Voilà. Alors après, faut quand même, parce que bon, moi j'ai pas envie qu'on s'en prenne plein la gueule. Ah oui. Moi, je sais pas que je veux dire, chacun donne, pour parler des youtubeurs, chacun donne son avis, ils ont parfaitement le droit. Oui, bien sûr. Moi, parfois, en fait, quand j'ai dit pas du Rendal, c'est pas forcément son avis, parce que des fois, on est même du même avis. Je veux dire, avec Jurassic World, heureusement qu'il est là, parce que je me sens moi seul. mais c'est surtout que, en fait, c'est le ton que je n'aime pas parfois. Oui, ou le format, en fait, que j'aime pas. Après, c'est pas forcément, c'est pas la personne en elle-même. Ah oui, non, oui, bien sûr. Hein. Et Reggie le gorilla, c'est un peu ça. J'ai un peu du mal avec le ton, en fait. C'est le côté provoque, en fait. Après, voilà. Je t'avoue que je le connais pas. Hein, mais il est très provocateur, même dans les tweets. Il fait des tweets volontairement pour qu'on parle de lui et c'est un peu du mal. Par contre, Dirty Tommy, qui on va pas se mentir, s'en prend pour le coup plein la gueule sur Twitter.
je l'aime bien en tant que youtubeur. Je le connais pas humainement, je pourrais pas me permettre, mais j'aime bien ses vidéos, j'aime bien le ton qu'il a. Enfin voilà. Ok. Donc, et en plus, il a la même révulsion que moi sur le dernier Tarantino justement. Donc du coup, je me sens moins seul. Voilà. Attends, quoi? Dirty Tommy n'aime pas du tout Once Upon a Time. Et toi, tu n'aimes pas? J'ai peut-être pas regardé ses vidéos. Alors. Bah non, je l'aime pas. Hein. Vous le savez, je l'ai vu 2 fois, à chaque fois ça passe pas. Donc. Ah ok, d'accord. Mais personne n'est parfait. Hein. T'as beau avoir 2 points, si t'aimes pas le dernier Tarantino, écoute. C'est pas. Je suis jaloux parce que je t'ai rattrapé, donc voilà. Du coup, on va passer au 5e extrait. C'est parti. Alors. D'ailleurs, il y a eu l'annonce d'une trilogie. Le premier film donc, est sorti au cinéma en juillet. C'était le gros film de l'été. Il était au scénar, il est à la réalisation. Il est bien évidemment devant l'écran, en reprenant son rôle du roi Arthur. Alors, au niveau le casting est assez... J'ai entendu Eddie en premier. Désolé. Moi, Morgan. Alors, c'est KV1, Kaamelott, volume 1. C'est ça. Premier volume. J'essaie de dire le bon titre. Parce que oui, Alexandre Astier, Roi Arthur. Et par contre, je sais pas du tout qui est le youtubeur. Moi non plus. Je ne sais plus non plus, j'avoue, je suis désolé si tu te reconnais. Mais en même temps, elle a pas l'air de trop aimer le film. Je sais plus, j'ai pas écouté. Je vous avoue. Donc c'est peut-être mieux pour toi que je sache pas qui t'es. Non, je plaisante. Non. D'après mes souvenirs, je crois qu'il avait aimé, mais alors je. Ouais. Voilà, ouais. Mais j'ai pas regardé toute la critique parce qu'elle durait plus de 50 minutes, donc voilà. On continue avec le 6e extrait. Toutes ces informations, j'ai pas le temps de digérer toutes les informations quand on rajoute d'autres, tu vois. Et tu fais, oh, laissez-moi respirer avant le dessert, tu vois. Et je l'ai trouvé très très dense, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expositions. Il y a beaucoup d'expositions. Il faut comprendre. Au début, tu comprends, tu dis, alors attends, les surcombattants. C'est qui déjà? C'est qui lui? Pourquoi lui? Et en fait, j'étais en permanence en train d'essayer de retenir. Et tu sais, au début, la première heure, j'étais vraiment en mode accroche-toi, retiens les noms. Parce que sinon, je me suis dit, mais je vais tout perdre, quoi. Pour vraiment s'accrocher à l'histoire, il faut vraiment retenir quel personnage vous. Oui. Peut-être Dune? C'est ça. C'est ça. Mais alors j'ai pensé à Dune ou alors aux Animaux Fantastiques. J'ai pensé à Tenet, moi. Je sais pas. Mais je me disais parce qu'il y avait des films avec des expositions assez longues, beaucoup de personnages, et après je me suis dit mais en même temps les Animaux Fantastiques c'est pas si dur que ça à comprendre. Ouais. Enfin c'est pas dur du tout à comprendre d'ailleurs, mais il y a beaucoup de personnages qui se croisent. Et après je me suis dit Dune. Faut s'accrocher. C'était bien ça. Ok. Et par contre c'est qui? C'est du coup le joueur du grenier et Seb du coup du bazar du grenier, donc la deuxième chaîne. Qui parlait du film Dune du coup de Denis Villeneuve. Voilà. Okay. Donc que j'ai adoré moi. Que j'ai détesté moi. Voilà. J'ai adoré. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Et d'ailleurs en réécoutant les anciens podcasts, t'étais pas chaud Eddie pour Dune. Pas du tout. Mais comme quoi voilà. Et je l'ai vu en salle celui-ci pour le coup. C'est l'un des rares films que j'ai vu depuis la pandémie en salle et j'ai vraiment trouvé que c'était à voir en salle. Et c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé. Franchement, voilà. Je l'ai vu en Dolby, mon petit cœur de mon petit cœur de fan était ravi. Voilà. Fan du bouquin, j'étais ravi et je suis très très impatient de voir la suite. J'ai dormi les yeux ouverts. Mais après, je pas voir la suite, honnêtement. Je comprends les gens qui se sont ennuyés et qui ne sont pas entrés dans la oui, complètement. C'est tout à fait. Comme ils le disent dans la critique d'ailleurs, il faut quand même s'accrocher. Hein, Voilà, c'est ça. Oui. Surtout quand tu connais pas de base l'univers, que t'as pas lu le bouquin ou que t'as pas vu le premier. Moi, j'ai lu le film de Lynch. Non, mais le film de Lynch, honnêtement. Moi, je l'ai vu pour la première fois cet été. Après avoir vu du coup le Villeneuve et c'est particulier. Ouais, c'est vraiment très particulier et même en tant que fan du bouquin, j'ai eu du mal quoi. Après, et même Lynch le renie. Voilà, il le renie. Ouais. Donc du coup voilà. Techniquement Eddie a gagné, mais on joue sur le dernier extrait. Voilà, oui, c'est comme Denis Brognard dans Koh-Lanta. Pour le sport. Je vais ouvrir un dernier truc, mais il ne changera pas l'issue de ce vote. Quoi. Voilà. Pour le sport, allez, le dernier. Ça me paraissait un peu beaucoup de dire que c'était... les gens disaient que c'était un film extraordinaire et vachement intelligent. Oui, c'est un film extraordinaire et vachement intelligent. Je me suis beaucoup marré déjà. Il y a beaucoup de choses très très drôles qui sont incrustées là-dedans, liées beaucoup à l'idée d'illustrer ce qui se passe dans la tête des personnages.
Parce qu'il n'y a pas que Riley dont on voit l'intérieur de la tête, il y a d'autres personnages dans lesquels on va pouvoir se Morgan. aller de temps en temps. Eddie, merde. Ouais, j'ai entendu Morgan en premier. C'est vice versa, putain. Bah voilà, c'est vice versa. Voilà. Merde. Non mais voilà, du coup, bon, Eddie a gagné 3. Ah, il aurait dit Riley, j'aurais répondu plus tôt, mais il l'a trop fait à l'anglaise. Voilà, donc oui, c'était Durandal encore, sur vice versa. Du coup, Eddie 4, Morgan 3, c'est très bien, voilà. Merci d'avoir participé, blabla, c'est bon, je connais la chanson. Non, mais voilà. Dans l'ordre. Écoutez, ça vous a plu ce petit jeu? Mais ça oui, m'a pris j'adore. beaucoup de temps, mais je vous avoue. J'ai pas aimé l'issue parce que j'ai perdu, mais bon. Oui. Moi, tant que je gagne, ça me plaît, c'est bon. Bah, voilà. Vous avez vu comment il est prétentieux? Vous voyez, on voit bien ceux qui aiment Dune. Tout de suite, ça attaque le public. Non, mais voilà. On avait dit pas les fans, bordel. Voilà, ça m'a pris un peu de temps. Que moi, j'aime bien Roland Emmerich. J'étais content de vous le faire. Écoute. Voilà. On voit ton résultat au jeu, Morgane. Oui, bah écoute. Tu pourras te rattraper au prochain jeu. Je vous dis, le prochain jeu ne sera pas celui-ci, hein, ce sera un autre jeu différent. Mais voilà, celui-ci reviendra. Un jeu en anglais. Il va nous faire une spéciale. Je sais pas si tu vas gagner. Hein. Ah, mais si je vous sors des critiques en anglais, allez, hein, on peut le faire. Mais le public va être un peu, peut-être sorti un peu de tout ça. Ouais. Mais non. Mais voilà, bon, du coup. Moi, j'ai négocié un retour en France, en Grèce, en anglais, mon gars, alors c'est bon. Non, c'est pas moi qui ai le plus négocié en plus, mais j'étais là quand même. Donc voilà. Les gens vont rien comprendre. Oui, c'est des private jokes, hein, vous étonnez pas, c'est pas grave. Oui. Non, mais les gens ils sont dedans, il n'y a pas de souci. Donc oui, j'ai au moins une quinzaine d'idées de jeux donc du coup c'est bien, avec le rythme qu'on a actuellement, on en a au moins pour 15 ans du coup. Voilà, exactement. Rendez-vous l'année prochaine. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer tout de suite au thème. C'est parti. Donc on est au thème du coup, enfin le thème, donc la partie principale de l'émission. Cette fois-ci, on va parler du concept de surcoté, des films surcotés ou des films sous-cotés. Qu'est-ce qu'on en pense? Morgane, c'est toi qui es venu me voir avec ce thème, donc tu peux m'expliquer de comment c'est venu cette idée et de quel film t'es parti pour proposer ce thème? Oui, alors c'était en 2016, parce que c'est vrai que le rythme des podcasts est un peu laborieux. En fait, j'ai eu cette idée-là parce qu'il y a... Le thème surcoté, c'est quelque chose que je voyais beaucoup en fait dans les retours que je faisais sur certains films, notamment sur un film, notamment un réalisateur. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fan absolu de Jordan Peele. J'étais pas du tout sur lui, moi. Mais oui. Ah non, c'est vraiment sur Jordan Peele. T'étais sur qui, Eddie? Tu pensais à quoi? Je pensais à Gravity. Gravity fait... Non, pour le coup, non, on m'a jamais dit ça. Enfin, quand il est sorti, oui, mais maintenant, le film a bien vieilli, si je puis dire. Oui, mais Jordan... il est toujours considéré comme surcoté, quand même. Oh, je crois pas. Je pense pas. En revanche, c'est vrai qu'en ayant revu Get Out et Us, je sais que les retours que j'avais, c'était Get Out, c'était vraiment bien, mais alors Us, c'était vraiment surcoté et prétentieux. Ah putain, les deux adjectifs, quoi. J'ai commencé un petit peu à creuser le truc en me disant... Mais explique-moi pourquoi surcoté, d'autant plus que dans la notion de surcoté, c'est vraiment des films qui sont mis sur un piédestal. J'ai pas souvenir que Us a fait l'unanimité en fait. À la limite, Get Out, qu'on avait vraiment vu comme une espèce de renouveau, je pouvais le comprendre, mais l'adjectif surcoté sur le film Us, j'ai commencé à gratter et je me suis dit, mais est-ce que surcoté, c'est pas un petit peu la tarte à la crème qu'on fout à toutes les sauces, juste pour justifier le fait qu'on n'aime pas un film dont peut-être le propos, dont la pertinence ou que sais-je nous dépasse un peu. Et j'ai commencé un peu à douter de ce terme-là. Autant je peux admettre qu'il y a des films qu'on estime sous-cotés. Il y a des films, j'imagine on en a tous, des films qu'on trouve pas assez reconnus. Je peux citer un exemple comme ça, mais le Tintin de Spielberg par exemple, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas un plus gros bruit que ça, alors que pour moi il est assez fondateur dans la dernière décennie. Par contre, des films surcotés,
j'ai l'impression que cet argument ne veut absolument rien dire. Parce que surcoté vis-à-vis de qui ? Par rapport à quoi ? C'est par rapport en fait à ta vision des choses qu'il est surcoté. Mais c'est pas une vision générale. Et c'est sur ça que j'ai abordé Axel en lui voilà. Et comme on était fans tous les deux de Jordan Peele, on était un peu d'accord avec l'idée. Oui, mais en même temps, moi j'étais complètement d'accord avec ta vision des choses, justement. Le fait que c'est très subjectif, pour moi, c'est même pas c'est même pas un argument, quoi. Quand on parle de films, quoi. Ou d'œuvres culturelles, hein, plus générales. Donc, du coup, pour rentrer dans ce thème, j'ai décidé de vous trouver une petite définition de surcoté trouvé sur orthodidacte.com. Voilà. Donc l'adjectif surcoté est notamment employé par les jeunes adultes et les adolescents. C'est un mot qui exprime un jugement de valeur. Qualifier une chose de surcoté, c'est considérer qu'elle n'a pas la valeur qui lui est communément attribuée. Si quelqu'un juge qu'un film est surcoté, c'est qu'il le trouve beaucoup moins bon que ce qu'en laissent penser les critiques ou les avis des autres. Autrement dit, tout le monde semble aimer ce film, mais la personne juge que ce n'est pas mérité car il n'est pas de bonne qualité. Voilà. Donc je trouve cette définition assez juste par rapport à la vision qu'on s'en fait des choses. Du coup, pour commencer un peu le débat, j'ai fait un peu des recherches sur Google et sur Twitter pour essayer de trouver des listes ou des films justement que les gens pensent surcotés. Donc j'en ai trouvé pas mal et j'ai essayé de répertorier ceux qui ressortaient le plus souvent. Notamment, ceux qui ressortent les plus souvent, c'est les films de Nolan, Inception, Interstellar principalement, un peu Dark Knight aussi, Fight Club, Le Parrain, Avatar 2009, les Fast and Furious, la Pulp Fiction, les films Marvel, et du coup, voilà, principalement c'est ce qui sortait. Donc, on peut dire que c'est pas mal de films. Déjà, c'est que des films qui ont marché, marchent énormément, soit critiques, soit publics, soit les deux. Voilà. Donc voilà, c'est pour moi personnellement, ce qu'on remarque, c'est vraiment la règle pour qu'un film soit jugé surcoté par des gens qui disent détenir le bon goût. C'est que le film soit une acclamation du grand public ou soit une acclamation de la critique, ou alors des deux combinés. Et du coup là, quand c'est les deux combinés, c'est encore plus, et on voit de plus en plus de personnes citer ce film comme étant surcoté. Donc voilà. Eddy, toi, tu penses quoi du coup de tout ça ? Est-ce que tu juges, est-ce que tu vois des films qui sont et que tu penses surcoté ou pas du tout ? Alors pour toi, c'est pas le jugement de valeur que tu peux en faire d'un film. Disons que quand je découvre un de ces films-là, sur lesquels j'ai eu des échos avant, évidemment, je pars avec cet a priori-là, mais au final, c'est pas ce qui va définir mon avis dessus, en fait. Ouais. Donc non, en tout cas, ça m'influence pas plus que ça. Je vais pas aller détester Avatar alors que je le trouve super et que voilà, je l'ai revu il y a 2 semaines parce qu'il est sorti en salle avant la sortie de la suite là. Bah oui. Non, je vois pas. Enfin, c'est pas un film surcoté. Je veux dire, quand les gens disent que c'est un film qui fait avancer le cinéma et que c'est une révolution en termes de cinéma, ben c'est vrai en fait. Donc non, je pense pas. Après, moi, de mon avis personnel, effectivement, je pense qu'il y a des films, comme certains films Marvel, peuvent paraître surcotés. Mais encore, je sais pas si c'est vraiment l'adjectif accordé. Je dirais que ce que je trouve un peu dommage, même si je comprends même si je comprends pourquoi ça marche, je trouve ça dommage en fait que des films comme les films Marvel marchent plus que d'autres. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma en fait dans un film Marvel. Mais c'est normal que ça marche parce qu'il y a tellement une machine de promo derrière qui est énorme, il y a une base de fans qui s'est construite sur des années. Et moi-même, j'apprécie certains films Marvel, même si depuis Endgame, j'ai un peu lâché l'affaire parce que clairement, la phase 4 m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Mais c'est vrai que oui, pour le coup, c'est peut-être cette catégorie de films-là qui pourrait se rapprocher de ce que je vais juger de surcoté. Et encore, je sais pas si c'est l'adjectif que je vais employer en fait. Ouais, Morgan, c'est un peu mon ressenti par rapport à ça. Après,
Bah, comme je le disais, alors pour le coup, je rejoins un peu Eddie aussi, mais après, en fait, tout dépend, je dirais, de la manière, en fait, On peut, à la limite, trouver qu'un film est surcoté. On avait fait des podcasts, je me souviens, le podcast de la décennie, où on avait fait notre top 3 des films surcotés. En cela, j'avais mis Joker en numéro 1, je crois, où, en fait, comment dire... je joue un peu sur les mots, je préfère dire un peu surévalué, parce que j'ai quand même aussi l'impression que l'estime qu'on a pour un film, il est pas, comment dire, il dure pas forcément dans le temps. Là, les films que tu as cités, Axel, et tu as cité beaucoup de films de Christopher Nolan, je peux te dire que si aujourd'hui tu vas sur Twitter et que tu dis que tu es fan de Christopher Nolan, tu es vu comme un crétin, littéralement. Il y a aussi des retournements de veste qui sont énormes. Je pense pas aussi que les films les plus surcotés sont les films qui, par exemple, No Way Home, il a cartonné, mais personne ne le qualifie de surcoté parce que le film n'est pas aimé en fait. Vraiment, enfin, le film marche, mais il est pas aimé. Je connais personne qui m'a défendu ce film. C'est vrai. Donc, en fait, après, oui, effectivement, c'est dommage parce qu'il y a des films qui font plus de bruit que d'autres, et forcément, on les voit parfois avec un peu de. Quand on sait qu'un film est baigné dans des louanges incroyables et qu'on le voit et qu'on se dit le fameux tout ça pour ça, je pense qu'en fait on ne peut pas forcément parler de surcotage puisque finalement c'est nous-mêmes ça reste un film en fait. Un film n'est jamais vendu comme un espèce, même Avatar 2, il n'est pas vendu par la Fox comme le truc événementiel, c'est la prochaine révolution du cinéma, non. Mais par contre les gens voilà, c'est James Cameron. Et j'avais lu un commentaire, c'était un commentaire sous un article d'Écran Large, pour une fois où ils ne parlaient pas du dernier Jurassic World, parce que visiblement c'est leur fond de commerce. C'est insupportable. Et il y a quelqu'un qui disait, mais en même temps, c'est pas un peu son job à James Cameron de revenir tous les 10 ans et de remettre de remettre les pendules à l'heure quand il s'agit de cinéma. Et en fait, je pense que c'est vrai du coup, et c'est pas totalement fou de toute façon. Je veux dire, revoyez Avatar aujourd'hui, faites le bilan des 10 dernières années et voyez l'influence que le film a eu sur les 10 dernières années. Et c'est vrai que partant du fait que c'est James Cameron qui fait ça, tout de suite les gens vont se dire oui, mais de toute façon, ça va être une révolution. Alors effectivement, pour en avoir vu 3 minutes au cinéma, clairement, je pense qu'on va se prendre une grosse claque dans la gueule. Attends, t'as vu la même scène que moi ou pas ? La scène sous l'eau, là. Ah, mais franchement... C'est un truc de malade. Mon Dieu, je suis... Mais c'est de la folie, vraiment. J'avais l'impression d'être mouillé. J'ai halluciné en voyant ça. Mais c'est complètement dingue. Je pense, mais franchement, alors pour le coup, là, j'ai hâte d'en parler dans un podcast de celui-là. Parce que ça va vraiment être un truc de malade. Et alors, forcément... Ceux qui ont vécu la même chose que moi là il y a 2 semaines, oui, ils vont se dire du coup ça y est, c'est bon, Avatar 2, machin, ça va être le prochain truc hyper surcoté et tout, alors que non, je pense en fait il faut pas parler de surcotage. Je pense qu'un film il faut l'apprécier à sa juste valeur et à ce qu'il nous procure à nous. C'est-à-dire, quand je suis allé voir Jurassic World 3 cette année, je suis allé le voir quasiment 1 semaine et demie après sa sortie. Le film, il s'en prenait, mais alors plein la gueule. Il s'en prend toujours plein la gueule, d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Et quand je l'ai vu, effectivement, j'ai bien vu que c'était pas le film de la décennie, que c'était même pas le film de l'année, et encore moins le film du mois, je pense. Après, il faut faire gaffe aussi à l'inverse du surcoté. Il y a aussi le hate-watching, qui est aussi c'est ça. Et ça, moi, ça me gonfle autant, en fait, que quand on encense un truc, en fait. En fait, c'est un film qui est très particulier pour moi, Jurassic World 3 là-dessus, c'est parce que finalement, et comme j'ai mis dans ma critique, je pense que je vais arrêter en fait d'écouter les retours avant de voir le truc. Je vais essayer d'arrêter parce que au final, oui, c'est pas un grand film, c'est sûr, c'est tellement évident que c'est pas un grand film, mais d'un autre côté, j'ai pas passé un mauvais moment et j'ai pas trouvé que c'était pire que ce que pouvaient être les 2 autres déjà, d'une. Oui. Si t'as pas aimé les 2 autres. Et voilà. Donc, en fait, surcoté, sous-côté, c'est quand même... c'est un... En fait, c'est un jugement par rapport aux autres, quoi. Et c'est surtout un non-argument, en fait, je pense. Alors, c'est du vent, un peu, en fait. Après, il y a des films, par exemple, qu'on affectionne. Alors, je sais que, par exemple, je suis en minorité avec le film que je vais citer. Il y a un film...
horrifiques sortis dans la dernière décennie que je trouve absolument brillants, Unfriended. Mais après, je peux comprendre qu'on trouve ça fin et tout. Mais moi, je comprends pas que tu aimes. Mais plus je le vois. Moi, c'est pas que tu l'encenses qui me pose problème. C'est que en fait, moi, c'est le film en lui-même qui m'énerve. Moi, il n'y a pas de cinéma en fait dans ce film-là. Alors que c'est vrai que dans mon point de vue, si, et même encore plus dans le 2, j'adore le 2, je l'ai revu le 2, du coup je l'ai revu à la hausse. Mais je pense aussi qu'un film, il peut pas rester immuable en fait, forcément c'est changeant. J'ai remarqué quand même que sur Avatar, que j'ai revu au cinéma aussi il y a 3 semaines, et c'était l'évidence. Je peux vous dire que, voyez Avatar aujourd'hui, après 10 ans de Marvel, je peux vous garantir que vous avez lavé tout ça. C'est-à-dire que là, lavé carrément. Ah, mais c'est vrai, je te jure, c'est un truc de fou. Tu revois Avatar en salle aujourd'hui. Et moi, j'avais mon avis de 2009 était encore très frais dans ma tête. En fait, Avatar m'avait marqué parce que c'était vraiment la première fois que je voyais un truc en 3D au cinéma. Hormis les trucs que j'avais pu voir au Futuroscope par exemple. Et Avatar avait vraiment cette 3D déjà qui était vivante. Avec la cendre qui te tombe dessus, les gouttes d'eau, les machins, ça marchait super bien. Les scènes de vol, elles sont complètement dingues. Oh là, la musique. La musique. Et quand tu revois ça aujourd'hui, ben, tu peux pas te dire que c'est surcoté parce que c'est tellement évident que c'est. Alors que les gens l'ont pensé durant des années. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est dommage parce que quand tu le revois, c'est tellement évident que c'est un film qui a fait avancer la cause du cinéma. Et peut-être qui est un peu comme Lucas en son temps ou Spielberg avec Jurassic Park et tout ça, on le sait qu'il y a des films comme ça qui ont donné lieu à d'autres films qui étaient moins bien. Je veux dire, quand Avatar est sorti, derrière on a vu plein de films qui ont été remasterisés à la hâte en 3D parce que Avatar avait marché en 3D. Hein, le chef des Titans, coucou. Et la 3D, ça devait être effectivement l'avenir du cinéma et ça a fait. Et en fait, il y en a qu'un qui a vraiment réussi à la maîtriser, c'est James Cameron. Et dans une autre mesure, il y a eu Alfonso Cuarón quand même, qui a servi Gravity en 3D et c'était assez dingue aussi. Il en manque un. Il manque Hugo Cabret. La 3D d'Hugo Cabret était. Je l'ai pas vu en 3D. Elle était exceptionnelle pour le coup. Ouais. Là, pour le coup, Scorsese, il savait voilà. Mais c'est des mecs qui savent faire des cadres, hein, c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire. Disons qu'ils n'utilisent pas la 3D comme un truc gadget, mais ça fait sens. Non, et même, tu vois, si on veut parler d'un autre film surcoté comme Titanic. Et ben encore une fois, c'est James Cameron. Et ben quand il a sorti Titanic en 3D, et ben Titanic fonctionne en 3D parce que le mec sait faire un cadre et créer de la profondeur en fait. Et dans Avatar, c'est pas toujours des effets sortants qui marquent. C'est que la plupart du temps, là, quand tu le revois maintenant, et ben c'est que quand vous l'avez revu, c'était en 3D. Ouais. Oui. Moi, je l'ai revu en 3D. 3D, ouais. Ok. Et en fait, même s'il y a des moments où tu te dis, bah effectivement, là, il y a pas d'effet de sortie d'écran. Mais tu as une telle profondeur dans l'image qui n'est pas forcément là quand tu le revois chez toi, même en Blu-ray, 4K, ce que tu veux, que là-dessus, en fait, le film est vraiment révolutionnaire. Qu'on l'aime ou pas, et il n'a pas vieilli. Et déjà, tu le vois, tu te dis, il n'a pas pris une ride, alors que bon, là, il est remasterisé, mais c'est... Oui, il y a eu des petits... Ça se sent... mais quand tu vois les 3 minutes qui te mettent du 2 juste avant le générique, bah, tu te dis c'est jour et la nuit quoi. Moi c'est surtout que je me suis fait un petit constat parce que je suis rentré dans la salle d'Avatar en Dolby. Alors Avatar, c'était le fameux film que tout le monde avait oublié. Oh, le 2 il sort alors que le 1 est sorti en 2009, tout le monde l'a oublié. Alors je suis rentré dans la salle, j'ai vu des vieux, j'ai vu des enfants, j'ai vu des gens qui étaient adultes, qui intergénérationnel. Voilà, donc le cinéma fédérateur, on en avait déjà parlé, c'est tout. Et justement, c'est très bien que tu emploies le terme fédérateur parce que j'ai l'impression aussi que les films qui fédèrent sont souvent considérés comme des films surcotés. C'est ça, ouais. Et ben je pense aujourd'hui que alors Avatar, bon à l'époque les gens, on était déjà présents. Avait un peu pinaillé, moi le premier d'ailleurs. Hein. Le scénario, moi je t'en parle, l'époque. 2009. Non mais moi je m'en souviens encore des gens qui mais même moi, hein, je disais que c'était une arnaque parce que le scénario était voilà. C'est juste sûr, c'est pas le scénario du siècle, mais en même temps. Mais 10 ans après, il est toujours d'actualité ce scénario. Hein. Et pourquoi ? En fait j'ai la réponse. C'est parce que Avatar. Quand je vois les gens dans la salle de cinéma, je constate que les gens en fait aiment les grands récits. Et Avatar, c'est un grand récit comme Star Wars. C'est une épopée, oui. C'est une épopée et les gens aiment ça. Les gens, c'est ça le cinéma aussi, c'est de te raconter des grandes épopées, des grands récits. La plupart des films qui ont le mieux marché au cinéma, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Avatar, tout ça, ce sont des grands récits initiatiques. Et c'est ça qui marche. Et c'est ça, et aussi la performance technique. Et la tradition, enfin vas-y, finis. Oui.
Et justement, les Marvel ne sont pas vus comme des grands récits, ils sont vus comme une espèce de série télé qu'on continue à consommer parce qu'il y a la suite qui sort. Mais Avatar 2 va marcher tout seul. Et vous avez vu, Avatar, je crois, grâce à la ressortie, a repris sa place de numéro 1 au box-office mondial de tous les temps, je crois. C'est pas pour rien, c'est au bout d'un moment. Mais comme tu dis, les gens aiment les grands récits, et encore une fois, il n'y a pas de lien avec le surcotage. À ce moment-là, toutes les œuvres écrites de l'histoire de l'humanité, c'est surcoté. Oui. Ouais. Mais je veux dire, quand Homère écrivait l'Iliade ou l'Odyssée, c'est pas surcoté. C'est pareil. C'est des grands destins, c'est des grandes histoires, c'est des héros qui ont des contradictions, et c'est ça en fait qui parle aux gens. Et en fait, aujourd'hui, ils font la même chose. Et la tradition orale de toute l'histoire humaine, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'histoires qu'on ne connaît pas et qui se racontaient et qui ne sont pas forcément arrivées jusqu'à nous, mais on parlait déjà d'épopées, en fait, comme ça. Mais même Matrix en est une. Oui. Matrix en est une. Ça reprend aussi le principe du monomythe de Campbell, en fait. C'est-à-dire ce héros-là, comme ça. Et justement, moi, c'est ça qui me plaît. Et dans Avatar, alors après, je pense aussi que le film a une vraie résonance aujourd'hui. C'est con à dire, mais peut-être qu'à l'époque, on n'était pas aussi sensibilisé à l'écologie qu'on l'est maintenant. Aujourd'hui, on a un peu atteint le point de non-retour. On va pas se mentir, c'est chaotique. En ça, Avatar, il était en avance déjà. En fait. Il était en avance. Alors après, bon... Parce qu'en 2009, on aurait déjà dû être concerné comme on l'est maintenant, si c'est même pas plus que ce qu'on l'est maintenant par l'écologie. Oui. Et il y a des scènes qui, moi, m'ont touché aujourd'hui. Alors peut-être parce que je suis beaucoup plus adulte et plus sensibilisé à certaines choses. Mais par exemple, j'ai pas pu m'empêcher de faire un lien entre ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Quand on voit les mercenaires envahir Pandora avec les bébés navis dans les bras de leur maman en pleurs, je me dis, j'ai l'impression qu'en Ukraine, c'est ce qui se passe. Enfin, je veux dire, et c'est là qu'on voit aussi que le cinéma, même si c'est pas pour ça que le film a été fait, mais Avatar a des grilles d'interprétation qui sont multiples, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 12 ans peut s'y retrouver, quelqu'un qui a 60 ans aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, alors autant Avatar, il y a eu beaucoup de personnes qui à l'époque parlaient de surcotage, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est revenu à sa noblesse et à un statut, qu'il est revenu sur le statut qu'il mérite. Mais il y a des films par contre qui sont toujours dans ce côté surcoté. Mais c'est sûr, oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Et bien sûr qu'aujourd'hui, quand tu vas aller voir le 2, ou même quand tu retournes voir le premier en salle, tu te dis... Tu vas un peu avec cette impression, c'est comme si tu avais un petit peu le gyrophare James Cameron en haut à droite qui te dit vous avez bouffé de la merde pendant 10 ans, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi il y a 10 ans, est-ce que vous allez voir maintenant. Avec quelques fulgurances. C'est vrai, t'as raison papa. T'as raison, c'est sûr. Avec quelques fulgurances aussi, par exemple j'adore les Gardiens de la Galaxie par exemple. Mais faut ça, tout est pas... Toute époque a ses grosses merdes et ces trucs qui sont excellents. Faut pas tout jeter. Le cinéma, il a rayonné à chaque époque, et à chaque époque, il y avait des trucs vraiment merdiques. Mais bon, heureusement d'ailleurs. Mais bon, quand je regarde bien, c'est vrai que en 90, il y avait Cameron avec Titanic. Entre 2000 et 2010, Avatar, quand même, s'il faut le réhabiliter d'une certaine manière. Et là, si ça se trouve, il va nous faire Avatar 2. Puis en fait, chaque décennie aura son James Cameron. Mais de toute façon, il va se faire bâcher Avatar 2, c'est sûr. Je pense pas. Il va fédérer. Et je pense que moi, en fait, je m'attends un peu au même résultat qu'en 2009. Donc je pense que l'argument surcoté, machin, va revenir. Ça, c'est sûr. Peut-être que l'attente que parce les gens... les gens vont juste dire c'est qu'un film visuel et tout, alors que c'est complètement con. Ça, c'est bien plus que ça. Et on a parlé... je tiens quand même à rappeler que quand on a parlé de Titanic dans le podcast, on a quand même dit que Titanic, en soi, c'était effectivement une grande fresque romanesque et une tragédie, mais que c'était aussi un film social. Ah bah oui, c'en est une, totalement. Et pareil, très, très en avance en son temps, parce que ça parlait de l'émancipation de la femme et tout. Exactement. Et du coup là, en fait, faut s'attendre un peu à ça. Je pense que l'avis général va être que effectivement c'est très beau, machin, mais bon, c'est juste beau, quoi. Voilà. Et je pense puis dans 10 ans, on en reparlera. Ah ouais, en fait. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté d'aimer Avatar 2 parce que c'est con à dire, mais les Marvel, tout ça saoule beaucoup les gens. Alors paradoxalement, ça marche, mais même moi, j'en peux plus. C'est ce qui est très étonnant. Je vais même plus. Là, le truc, je sais même pas si c'est un Marvel, la Black Adam avec The Rock, là, j'irai pas. C'est un DC Comics. Ah oui, bon, pareil. Voilà, j'y vais plus. Tout ça, non, franchement, j'y vais plus.
je me désintéresse. Moi, j'ai plus envie non plus, hein, même DC Comics, depuis que la Justice League est morte, j'ai pas envie de découvrir les nouveaux. T'as pas vu celle de Snyder du coup? Si, il a adoré. Ouais, mais elle aura pas d'incidence sur la suite, donc moi je m'en fous en fait. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pas osé le voir, moi, franchement. C'est carrément mieux que ce qui est sorti en 2017. Complètement. Ouais. Mais ouais, surcoté, sous-coté, c'est un débat compliqué. Mais en fait, c'est presque comme s'il y avait un débat là où il n'y aurait pas besoin d'en avoir en fait. Oui, de toute façon, ce que je voulais faire avec ce thème, c'est pas vraiment faire un débat, puisque de toute façon, je sais qu'on est à peu près tous d'accord, et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont d'accord avec le fait que d'utiliser le terme surcoté, c'est quand même, c'est trop subjectif, et en fait, c'est même se baser sur, c'est un peu bâcher la vie des gens, enfin, l'appréciation des gens sur un film, en utilisant le terme surcoté. Et pour moi, c'est vraiment abaisser les autres pour mieux régner. Et je trouve ça horrible, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Donc, du coup... Alors que sous-coté, sous-coté, c'est le mettre en avant devant des gens peut-être qui n'ont pas encore été exposés, ou alors qui ont peut-être... ou alors apporter une nouvelle petite grille de lecture, comment on a ressenti le film de notre côté, et c'est sûr que c'est subjectif, mais c'est en même temps proposer quelque chose à la communauté, j'ai envie de dire, même si c'est un grand mot, pour peut-être apprécier plus le film, ou alors apporter des discussions, des sujets de débat intéressants. Mais surcoté, en fait, c'est vraiment abaisser la vie des gens. Ah, bah t'aimes ça parce que c'est surcoté, du coup, bah t'es con. Enfin, c'est pas un avis constructif, c'est pas très. C'est pas très bienveillant, c'est pas cool, quoi. Puis c'est surtout. Enfin, puis la plupart du temps, c'est que les gens qui vont employer ça, il y en a quand même beaucoup qui se targuent quand même de faire de la critique, en fait. Et faut pas oublier que quand tu fais de la critique, le but c'est pas de dire si c'est bien ou c'est pas bien. On en a rien à foutre de savoir si c'est bien ou pas bien. C'est de savoir c'est de dire ce que toi tu en penses, et de donner par ça en fait un axe de réflexion à d'autres personnes. Exactement. C'est tout l'intérêt en fait. La critique, si elle est pas constructive, moi je pense qu'elle a aucune valeur déjà, et c'est surtout qu'elle n'a pas d'utilité, parce que bah oui, c'est bien, c'est pas bien. Ouais. Bah, écoute, tant mieux, hein, tous les goûts sont dans la nature. Donc, c'est ça. Ouais, en fait, t'as le droit de penser qu'un film n'est pas bien. T'as le droit de le critiquer. Vraiment, t'as le droit de tout. Mais si tu dis que c'est pas bien, explique pourquoi c'est pas bien. En fait. Et surtout, si tu vois des gens qui se réjouissent d'avoir aimé le film, ne va pas leur taper dessus en leur disant vous aimez un truc surcoté. C'est pas plus débile que toi. À partir du moment où une personne a la capacité de réfléchir sur un sujet, c'est qu'elle est loin d'être conne déjà. Non, mais donc, sur Us par exemple, moi ça m'avait vraiment surpris, parce que j'étais là. Mais moi je trouve personnellement que c'est un film brillant dans ce que ça raconte, tout ça. Il est plus radical que Get Out, moins accessible, je l'admets. Mais t'en as qui me disent oui, Jordan Peele c'est une fraude. Mais de quoi? Mais vis-à-vis de qui? Mais de qui? De quoi? Par rapport à quoi? C'est quoi en fait? Il est où le barème de la fraude? À partir qui est fraude? Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc? C'est juste que il a peut-être un univers qui te dépasse. Que, par exemple, Denis Villeneuve, loin de moi l'idée de dire que c'est une fraude. Son cinéma ne me touche pas. Parce que les mecs, ils savent faire du cinéma. Après, c'est que t'aimes pas ce qu'ils font, mais ils savent faire. Oui, après voilà mais après, je peux comprendre ce qu'on appelle aussi. Alors, pour le coup, j'ai des cours sur qu'est-ce que la critique à la fac. C'est vraiment passionnant d'ailleurs, un de mes meilleurs profs, Monsieur Saudré, si vous m'écoutez. Hier, on parlait d'iconographie, c'est-à-dire identifier. En fait, il nous l'a dit. On s'en fout que vous aimiez pas. Il a pris il a fait un comparatif. Il a dit si vous aimez pas Proust, Marcel Proust, vous aimez pas, on s'en fout. Comprenez. On vous demande de le comprendre, pas de l'aimer. Et bah, il y a un peu de ça aussi. Je comprends le cinéma de Denis Villeneuve. Après, bon, on peut comprendre et détester. Exactement. Voilà. Ouais, totalement. Moi, Winding Refn, je comprends, et je suis pas très voilà. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a bon, après Jordan Peele, je pense aussi qu'on lui fait aussi un peu payer ses prises de position politiques qui déplaisent. Parce qu'il a décidé de pas faire tourner d'acteurs blancs dans les rôles principaux. Oui, enfin, ça a été repris en ces termes. Moi, c'est ce que je dis. Ça a dérangé personne quand on a fait tourner que des blancs pendant 50 ans. Et là, on a. Oui. Après, c'est sûr, le cinéma, il a pas forcément à être politique tout le temps. Mais en même temps, venant de quelqu'un qui
il parle de ça, donc du coup. Voilà, c'est les sujets de ses films, et puis. Il serait hypocrite de pas. Ouais. C'est ça, ce serait quand même bizarre. Et puis il donne des rôles à des acteurs blancs, je veux dire. Enfin, regardez Us, il y a Elisabeth Moss qui est en plus géniale, c'est une des meilleures scènes du film. Mais qui n'est pas en premier rôle, c'est vrai. Mais bon, après. Par contre, c'est pas grave. Regarde. Alors, elle brille ailleurs, Elisabeth Moss. Hein. Non, mais c'est vrai quand même. Après, à tel point qu'on l'a enfermé dans l'image du réalisateur politisé, à tel point que les gens ont dit ouais, Nope, j'irai pas le voir, ce sera. Bah, franchement, j'encourage n'importe qui à aller le voir parce qu'il y a rien de politique dans Nope, hein. Absolument rien du tout. Hein. Enfin, Axel, tu l'as vu, on est d'accord que justement, si vous aimez Spielberg, allez voir Nope, clairement. Et surtout Les Dents de la Mer, vous verrez une espèce de relecture, mais version ciel. Franchement. Après, on peut ne pas adhérer au cinéma, mais c'est-à-dire que là. Y a vraiment eu ce côté le terme fraude qui est encore plus fort, je trouve, que sur mais vraiment fraude, c'est abusé. vraiment aucune légitimité à faire du cinéma. Bah si. La fraude, c'est Balkany, quoi. C'est ça. Oui, effectivement. Voilà. Tu vois, mais c'est le seul auquel j'utiliserais ce terme. Enfin, tu vois, c'est pas Jordan Peele. Enfin, il a rien. Il fait juste des films. Enfin, c'est pas. Je comprends pas. Tu vois, même les réalisateurs que j'aime pas. Par exemple, j'aime pas trop le travail de Mike Flanagan. Je suis pas fan. Adrien non plus. Voilà, mais c'est pas pour autant que je vais dire que c'est une fraude et qu'il s'est, enfin, il a dû bien faire des choses puisqu'il est arrivé quand même à faire plusieurs films, etc. Et puis même, c'est pas à moi de juger s'il est une fraude ou pas. Et je fais pas partie de l'industrie. Enfin, les gens qui disent que c'est une fraude, pour moi, c'est comme s'il faisait partie d'un gros studio et qu'ils devaient choisir s'ils engageaient ou pas Jordan Peele. Ça, c'est. Exactement. Je vois pas. Pour moi, c'est pas un argument du tout vraiment valable. Et puis, c'est vraiment pas. Enfin, voilà. Je trouve pas ça honnête de. Des fraudeurs, non. Après, oui, qu'il y ait des mauvais réalisateurs. Oui. Ah oui, des réalisateurs. Il y en a qui ou des réalisateurs qu'on estime mauvais. Enfin, pour moi, il y a des réalisateurs qui sont très bons. Par exemple, je vous avoue. D'accord, il y a qu'on estime. J'ai entendu Morgane. qu'on estime mauvais, mais il y a aussi des réalisateurs qui sont pas bons. Tu peux aimer un film d'Uwe Boll ou de W.S. Anderson ou de Ed Wood et tout, tu peux. Mais et encore Ed Wood a eu des trucs, mais tu peux aimer. Mais c'est vrai que reconnaître que là-dedans il y a quand même des films où il y a beaucoup de cinéma, c'est pas vrai. Non, bien sûr. C'est où est-ce qu'on se situe. Par exemple, là, je disais Wes Anderson. Je peux te garantir, et je crois qu'Eddie, t'es pareil que moi, Wes Anderson. Alors moi, j'ai un problème avec Wes Anderson. Moi aussi. Je sais que le mec, tout ce qu'il fait, objectivement, c'est très bien fait, en fait. Sa gestion des couleurs, sa gestion du cadre, sa gestion de... En fait, c'est selon de l'acting et tout ça. Mais moi, c'est que déjà, c'est un cinéma qui ne me touche pas. Et en fait, c'est trop arty pour moi. Je trouve que ça a ce côté hyper stylisé... un peu pastel et tout, ça confère au film une ambiance qui moi m'emmerde profondément, mais j'irais pas dire que c'est que le mec sait pas faire du cinéma. Évidemment qu'il sait faire du cinéma. Ça touche d'autres personnes que moi, donc c'est bien, c'est vraiment qu'une histoire de sensibilité en fait. C'est ça. Oui, non mais voilà. De toute façon, après, je pense que tout est subjectivité, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, même si on essaie toujours d'être objectif quand même. Je suis le premier à dire je reconnais que, mais ça ne me touche pas. C'est comme Once Upon a Time in Hollywood. Est-ce que je n'aime pas le film, mais je ne lui enlève en rien ses qualités intrinsèques qui sont réelles, qui sont palpables, qui sont évidentes même, mais qui ne me touchent pas. Par contre, il y a des scènes assez démentielles quand même. Hein. Mais évidemment, mais je dirais pas que c'est surcoté, alors que il fait partie. Plein de gens le considèrent comme leur meilleur Tarantino, comme un des meilleurs films. Et je pense que c'est peut-être mon Tarantino préféré. Ouais. Ah ouais, non, mais je l'admets. Hein. Ou même un copain, Stéphane, là, qu'on connaît bien. Voilà, c'est un de ses films préférés carrément. Ouais, non, mais Stéphane, c'est parce qu'il y a Margot Robbie. Ouais, il est pas objectif. Il est pas objectif là-dessus, mais ouais. Après, je peux pas. Enfin. Pourquoi je dirais que c'est surcoté en fait ? En plus, dire c'est surcoté, ce serait limite remettre en question le ressenti de ceux qui l'adorent. Ouais, alors, moi je dis toujours, on peut contester ce que je dis, mais pas ce que je ressens. Si j'ai envie de dire exactement ça. Merci mille fois. Si j'ai envie de dire que Gravity est un film qui m'a touché, tu peux pas contester que ça m'a touché.
Non. Alors après, c'est ton ressenti, il est personnel. Voilà. Mais on peut pas le remettre en question. Par contre, on peut contester le fait que, par exemple, si je trouve que Sandra Bullock est extraordinaire dans Gravity, je sais que t'en as qui me disent, je trouve que son jeu est limité. On peut en parler. Il y a pas de souci. Mais tu as tort, mais je vais t'expliquer pourquoi tu as tort. Non. Voilà. Non, mais en gros, c'est ça. Mais par contre, de dire non, mais Gravity, si je suis en larmes à la fin pour plein de raisons. C'est que voilà, le film m'a touché, on peut pas le contester, ça. Ou comme The Tree of Life par exemple. T'en as qui m'ont dit c'est prétentieux. Ça aussi, c'est un truc qui revient souvent. Moi j'adore The Tree of Life et vraiment je l'ai revu pas de si longtemps que ça, mais c'est un film qui me bouleverse profondément, mais je peux reconnaître qu'on y soit complètement fermé parce que c'est un cinéma très particulier quand même. Ah bah c'est très. C'est même pas vraiment du cinéma en fait, je pense. C'est une expérience. C'est de la poésie visuelle. Dans sa poésie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une définition qui est pas trop éloignée de ce que c'est vraiment. Ouais. Mais je peux comprendre que du coup ça rebute, c'est sûr. Après on pourrait parler des réalisateurs. Par exemple, est-ce que vous avez un réalisateur dont vraiment aucun de leurs films vous touche vraiment? Vous avez beau essayer, vous y arrivez pas. Wes Anderson. Mike Flanagan, parce que mais après c'est très particulier quand même, mais j'ai vu 3 de ses films et aucun ne m'a plu, donc du coup. Il a fait quoi lui? Il a fait Hush. Il a pas mal adapté Jesse's Game. La version portugaise de Us. Non. Hush, j'ai bien aimé moi. Non, c'était en Hush, c'est le titre en français aussi. Je sais plus. Mike Flanagan, il a fait la série avec Lupitash. The Haunting of Hill House. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas vu, tu vois, de lui. Et je sais que toi, t'avais bien aimé. Moi, j'ai vraiment. Mais moi, ces films que j'ai vus, Gerald's Game aussi. Putain, Dr. Sleep. C'est Jesse, ça. Jesse, voilà, et Doctor Strange, Doctor Strange. Non, Doctor Sleep. Allons-y, oui. Doctor Sleep, pardon. J'ai aimé aucun de ces 3 films et j'ai du mal avec son cinéma, j'avoue. Mais il y en a un, moi par contre, je peux pas, c'est Michel Gondry. Je les ai tous regardés quasiment. Et j'ai beaucoup de tous. Aussi, je peux pas, Michel Gondry. Non, moi à part le clip bien de Björk qu'il a fait là, mais Michel Gondry. J'avoue que j'aime. Et à contrario, il y a des réalisateurs qu'on pense qu'on n'aime pas, auxquels on n'est pas sensible, parce que justement, on pourrait avoir l'argument facile de dire oui, c'est surcoté et tout. Et en fait, tu vois un film d'eux qui te plaît. Comme moi, je sais que j'ai vu. Par exemple, j'avais bien aimé Le Prisoners de Denis Villeneuve. Il est exceptionnel. J'avais trouvé Ennemi très chiant et très con, surtout. J'avais trouvé ça faussement compliqué. Pareil. Et du coup, ça m'avait un peu coupé l'envie de voir le reste. Et puis, j'ai vu Dune. Premier Contact aussi. Hein. Et Premier Contact, je ne l'ai pas vu. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore vu. Tu vas adorer. Ça va te, je pense. Ah ouais. Oh oui. Vraiment. Si c'est un film sur le langage, ça va me plaire, je pense. Niveau réalisateur, où je regarde les films, mais ça passe pas sauf un, c'est Xavier Dolan. Il y a que Mommy qui passe pour l'instant. C'est le seul. Je fais pas du hate watching, tu vois. Je suis pas partie de. Maintenant, c'est révolu. Le côté Xavier Dolan, c'est un petit con prétentieux. Ça, c'est fini parce qu'il a vieilli. Mais c'est vrai que post-Mommy, c'était compliqué. On se souvient du débat, Eddie. Et c'est vrai que je les ai tous essayés après Mommy, quasiment. Et en fait, ça passe pas. Je sais plus, il y en a que j'ai pas vu de lui après Mommy. Ouais, là les derniers, moi je les ai pas vus non plus, alors que je suis j'ai beaucoup aimé. Celui avec 2 prénoms en titre, là, je sais plus comment il s'appelle. Mathias et Maxime. Ouais, celui-là je l'ai pas vu. Je crois que c'est le seul que j'ai pas vu. Et moi j'ai pas vu son film américain non plus, tu vois, Donovan là. C'était chiant ça. C'était horrible ça. C'était mal joué en plus. Puis Jacob Tremblay qui hurle devant la télé. Mais Jacob Tremblay était vraiment. Pourtant c'est un petit gars qui est super d'habitude, mais là il était vraiment mauvais. Ah ouais, j'avais envie de l'encastrer dans la télé là, vraiment. Je ne pouvais pas. Ouais. C'est tellement pas naturel cette scène là. Ah oui. Oui, puis personne réagit comme ça. Je veux bien qu'on soit un petit peu excessif quand on est fan. Et puis Nathalie Portman qui est complètement qui rigole gentiment à côté, mais moi mon gosse il crie comme ça devant la télé, mais calme-toi. Tu balances un seau de glaçon, je sais pas, fais quelque chose, mais il est pas bien le gosse là. Tu te baïonnes, tu l'envoies à l'asile. En parlant d'asile, j'étais triste, L'actrice qui joue Louise Fletcher, Ratchet dans Vol au-dessus d'un nid de coucou qui est morte, c'est quand même une des plus grandes méchantes de l'histoire du cinéma quand même. Ouais. Non, c'est vrai. Et oui, ces derniers jours là, on a perdu pas mal d'acteurs importants. Tout fout le camp. Ouais. Même la reine d'Angleterre. Ouais, la pauvre. Donc oui, non, mais du coup.
On va recentrer de nouveau. Moi, je voulais juste passer. Rubrique nécrologique, c'est le nouveau thème. Ouais, c'est une petite sous-partie du podcast. Non, mais du coup, comme il va nous faire écouter des voix, et on va deviner mort ou vivant. Attends, on me donne pas des idées. non, c'est horrible, ça, c'est très glauque. Je voulais passer du coup au film qu'on considère comme sous-coté pour finir un peu ce thème, pour finir sur une bonne partie, quelque chose qui nous donne le sourire. Donc sur des films qu'on peut considérer comme sous-cotés, moi j'en ai noté quelques-uns. Je commence avec, je sais que vous allez adorer. Et est-ce que, parce que j'ai eu un débat avec moi-même, est-ce que ce film est sous-coté ou pas ? Ça t'arrive souvent Ouais, ça m'arrive, tu sais, je suis dans ma tête et je me dis, attends, mais est-ce que je le mets ou pas ? Cloud Atlas. C'est son petit côté Dory. Pour moi, Cloud Atlas, tu vois. Eh ben, il a cité le film auquel je pensais. Ah ouais. Ben, du coup, il n'est pas assez cité, je trouve. Ah oui, clairement. Par rapport à la qualité qu'il a. En plus. Et souvent, quand on entend parler les gens de ce film, la plupart ne l'aiment pas trop. Alors je sais pas pourquoi. Il y a des choses qui vont pas dans ce film, je trouve. Il y a des choix artistiques qui sont les maquillages qui sont doutables, des choix qui font ressembler les acteurs à des rats. Ouais, mais qui ont beaucoup de sens dans l'histoire. Qui ont du sens dans l'histoire. Ça, oui. Je ne nie pas ça. Mais à part ça. Je trouve l'histoire splendide. C'est une épopée, comme tu disais, vraiment épopée qui ne s'arrête pas pendant c'est quasiment 3 heures de film. Et c'est pas si dur à comprendre que ça. Ah non, pas du tout. C'est très limpide en fait. C'est pas parce que c'est Leigh Wachowski que c'est compliqué à comprendre. Hein. Ah non, mais pas du tout. Non, mais t'en as plein, ils partent avec cet a priori là. Mais non, alors oui, c'est sûr, Matrix faut s'accrocher un peu des fois. Mais... Oui. Sinon, bon, ça va quand même. C'est pas... Matrix 1, ça va. Ouais. Matrix 1, ça va. Mais c'est, par contre, j'avoue, le 2. Ah non, c'est à partir du 3, moi. J'ai plus eu du mal. Mais non, mais. Non, pas encore, moi non plus. Bon Non, mais il est sur MyCanal, là, j'ai vu. Je vais me le mater pendant les vacances. Ça avait l'air très très beau, hein, mais pas vu. Donc voilà, Cloud Atlas, pour moi, c'est un film qui est sous-coté et qui mériterait d'être plus vu, plus cité, comme un grand film de cette dernière décennie. D'ailleurs, on en avait parlé dans notre podcast décennie, que je vous invite à réécouter si vous ne l'avez pas fait. Voilà. On va passer un petit peu chacun notre tour. Morgane, toi, tu as un film auquel tu pensais ? Un seul. Désolé, je mange un cookie. Ouais. Ah, pardon. Sinon, je passe à Eddie. Non, mais je peux parler la bouche pleine. Ah. Mais tu m'as piqué celui. Ah, je t'ai piqué. Ah mince. Bah si tu veux dire quelques mots sur Cloud Atlas. Mais non, ce serait bien que j'arrive à en citer un autre. Bah je te laisse réfléchir. Morgane, je pense, a fini son cookie, qui avait l'air délicieux d'ailleurs. Ah mais ils sont incroyables. Moi, il y en a un qui me vient en tête, c'est parce que c'est vrai que les biopics, c'est un truc dont il y a quand même des grands biopics. Alors, il y a des biopics dont les succès m'ont dépassé, comme La Môme, et il y en a dont c'est dommage qu'ils ne font pas plus de bruit, comme Clo-Clo. Clo-Clo, j'admets que c'est un film que je trouve profondément génial parce qu'il va au-delà même du biopic. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que ceux qui sont fans de Claude François, ce qui est mon cas, apprécient le côté purement didactique de cette figure de la chanson française qui était un peu visionnaire en avance sur son temps aussi. Mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est que le film est assez radical dans son parti pris parce que c'est pas un portrait hagiographique. C'est pas une éloge de Claude François, on le voit vraiment sous son jour le plus colérique, le plus manipulateur, le plus dragueur aussi, enfin le plus problématique. Ouais. Et puis c'est surtout un film avec une vraie mise en scène, il n'y a rien de scolaire. C'est un film qui est logique, il y a des scènes qui sont absolument renversantes sur le plan de la mise en scène, un plan séquence à travers une espèce de course-poursuite dans Paris entre un Claude François jaloux qui veut qui veut rattraper la fille qui veut le larguer parce que le mec est un gros cinglé. Et c'est la chanson qu'on entend, c'est Comme d'habitude. C'est un plan séquence quoi, et c'est sublime. Et je me dis c'est vrai que des biopics aussi bien réalisés, parce qu'à chaque fois qu'il y a un biopic, j'ai l'impression que les gens, même si j'ai l'impression que c'est un genre qui attire moins qu'avant. Avant, les biopics, on y allait plus facilement. Maintenant, là, il y en a un sur Whitney Houston qui va sortir. Je mise pas €1 dessus. Le truc sur Aretha Franklin, personne n'y est allé.
Bon, il y a le truc sur les Williams, là. Après, les derniers qui ont bien fonctionné, c'était quand même celui sur Elton John. Et celui sur Queen. C'est vrai. Sur Queen. Putain, ouais. Ah, Bohemian Rhapsody, ouais. Ouais, bah alors ça, ouais. Pas vu, mais j'ai pas osé. Ouais. Mais moi, j'ai adoré, ça. Je trouve ça dommage qu'on ne parle pas assez de Clo-Clo. Après, dans le genre blockbuster, je vais essayer d'en faire 3. Là. Je vais me faire un petit top 3. J'avais parlé d'Unfriended. Pareil, Unfriended, c'est pour moi. Tu considères ça comme un blockbuster ? Non, mais pas trop. Non. Oui, pardon. Ouais. Le troisième que je vais citer. Ah, ok, d'accord. Non, Unfriended, dans le genre petit film inattendu que j'avais pas vu venir et qui pourtant utilise un langage cinématographique absolument, de manière très novatrice. C'est ce que j'aime au cinéma quand je suis surpris. Moi, j'adore les films conceptuels et Unfriended c'en est un. J'adore le 2 aussi, qui va beaucoup plus loin que le premier, avec sa démesure, avec son outrance, mais que j'aime autant. Les deux font une espèce de diptyque qui ont une utilisation du langage cinématographique que je trouve évidemment fascinant. Et en troisième, c'est un film que j'ai découvert très jeune et que je regarde avec toujours beaucoup d'effroi et de... Je suis toujours impressionné devant, c'est Le jour d'après, de Roland Emmerich. J'adore ce film, je trouve qu'il est dans le genre blockbuster intact, parce qu'on parle aussi des films qui ne vieillissent pas. Autant, les blockbusters de l'époque, parfois, on voit visuellement, ça vieillit un petit peu quand même. Alors, je sais pas si... Dans le propos, peut-être pas trop. Mais non, pas le si propos, ça reste, mais ça vieillit un petit peu visuellement. Ah, je t'avoue que la vague dans New York, moi, elle me fait toujours le petit... Non, mais la scène fonctionne très bien. Mais visuellement, ça se sent. Moi, je dois être con parce que je vois pas le truc. À part les loups. Ouais, les loups, c'est un peu... Ah oui, mais ils étaient déjà moches à l'époque, les loups. Oui, puis je trouve ça con dans le film, en fait. Le coup des loups, je trouve... C'est à la limite la petite faille que je vois dans le film. Mais c'est vraiment le... Moi, j'adore les films catastrophes. Ah, c'est bon, j'en ai plus. Pardon. Ah, de quoi, un film catastrophe ? Non, un film sous-côté. Oui. Et je trouve que ce film-là, c'est dans le genre blockbuster catastrophe, qui est très généreux, mais en même temps très intelligent, quand même, parce que à l'époque, il faisait un peu... On parlait de choses qui nous dépassaient aussi un petit peu. On n'était pas du tout dans les questions écologiques, quoique il y avait quand même une fibre politique, un mouvement politique qui était dans ce truc-là, Greenpeace, tout ça, mais là aujourd'hui, quand on le voit, on se dit putain, ça se trouve c'est ce qui nous attend demain, quoi. Donc et ça fait peur. C'est fun. Un film qui me fait peur. D'ailleurs, j'ai lu un article de National Geographic. Les courants, il y a un dysfonctionnement qui se met en place en Atlantique. Voilà, donc c'est... Tout va très bien. Franchement, entre ça et la bombe nucléaire de Poutine, j'ai envie de dire... On a commencé quand même 2020 avec le Covid, avec tout ça et tout. D'ailleurs, on n'a pas encore eu de film sur le Covid, j'aimerais bien qu'on en voit un petit peu. À mon avis, ça va pas tarder. Ouais. Je pense. Ouais, je pense. Aussi, on a eu le film avec Danny Boone, 8 rues de l'humanité, je sais pas quoi. Ouais. Oui, si, il y a eu des films confinés, là, les trucs sur Prime, sur Canal. Oh oui, il y avait un super film d'horreur d'ailleurs, qui s'appelle Host. Pareil, le même principe qu'Unfriended, un peu plus fauché, mais tout aussi flippant. Mais je t'avoue, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait de. Mais du coup, Eddie, toi, t'as trouvé du coup un film. J'en ai trouvé 2. Vas-y. Qui ne sont pas des blockbusters. Moi, je continuerai du coup après ma liste. Alors, il y en a un, je pense que ça parlera à Morgane aussi. C'est un film de Clint Eastwood. Et je trouve pour le coup, il est sous-coté. En fait, c'est un très beau film. C'est L'Échange. Ah, L'Échange. Oh là, oui. Et en fait, je sais pas si c'est l'effet Angelina Jolie ou... c'est vrai que c'est une actrice très glamour et tout qu'ils ont mis dans ce rôle-là. Et bon, moi, c'est ce qui me plaît en fait aussi. Mais c'est vrai que quand on parle des films de Clint Eastwood, on va citer Mystic River, westerns, on va d'abord. citer les westerns. Ah oui. Et puis dans les films qu'il a fait lui, c'est vrai qu'on va vraiment citer Million Dollar Baby, Grand Torino, qui sont très bien, hein, mais c'est vrai que L'Échange, souvent, L'Échange, bon. Mais parce que L'Échange, en fait, il a été étouffé par Grand Torino, je crois. Je crois qu'il est sorti après. C'était pas sorti en 2009, 2010, un truc comme ça. 2008, L'Échange. Ah, 2008, ouais. Ouais, et Grand Torino 2009, et du coup, Grand Torino a tellement plu qu'il a étouffé L'Échange, et j'admets que je préfère, je crois, L'Échange à Grand Torino. J'aime bien les deux. Je pense que je préfère L'Échange aussi parce que le sujet disons que le film m'a plus ému, et moi je fonctionne quand même beaucoup à l'émotion sur les films. Hein. Ah putain, c'est bon, j'en ai trouvé un troisième. Dis-les. Et du coup, c'est vrai que oui, celui-là, je sais pas, il y a quelque chose qui
ça me fait de la peine quand même sur ce film-là, Ok. parce que c'est un film qui a quand même dans lequel il y a du cinéma aussi, il y a de la mise en scène, il y a le jeu d'actrice, c'est quand même, enfin moi Angelina Jolie, je la trouve très crédible dans le rôle, et elle est très émouvante, quoi. Donc je comprends pas pourquoi on a tendance à minimiser en fait ce film-là dans la filmographie de Clint Eastwood, alors qu'il a quand même beaucoup d'atouts pour lui, et qu'il est très beau, quoi. Moi je l'avais vu au cinéma avec mes parents, et on en était ressortis vraiment ému, quoi. Donc, tu ressors l'estomac noué, hein, c'est poignant comme truc. Hein. Et ce que ça dit aussi là de la société corrompue. C'est ça, donc il y a pas mal de choses quand même, je trouve, qui font mouche dans ce film, et je pense qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Ok. Donc ce film-là, le deuxième, ce serait un film alors beaucoup plus grand public et beaucoup plus presque un film familial. C'est un film de Chris Columbus. Ouais. C'est ma meilleure ennemie. Oh, jamais entendu parler. Alors c'est allait sortir L'homme bicentenaire. Non, je l'ai pas vu celui-ci, mais en fait ma meilleure ennemie, c'est avec Susan Sarandon et Julia Roberts. D'accord. Et en fait, et de Julia Roberts, il pourrait aussi y avoir Erin Brockovich, je pense, qui a très bien marché. Elle a à une l'époque, récompense. ouais, mais je pense qu'il est un petit peu sous-coté quand même. Alors que dans la filmographie de Soderbergh, je pense qu'il est un peu sous-coté, alors qu'il est très bien. C'est pas son premier film? Non, c'était... non, c'était Trafic, je crois. Trafic et Sex Manchon Jeux vidéo, je crois. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc, Erin Brockovich, pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en retirer de ce film-là. Le sujet est très intéressant, c'est bien traité, l'actrice est géniale, et le personnage est complètement génial aussi. Mais ma meilleure ennemie, en fait, c'est un film. Alors clair, c'est très américain, hein, c'est fait pour faire pleurer la ménagère et tout. Mais je trouve que c'est un joli film sur la famille recomposée et sur les enfants au milieu de tout ça, et les parents aussi face à l'ex-conjoint qui refait sa vie, et sur les liens en fait qui subsistent quand une famille périclite un peu comme ça. Et je trouve que ce film fonctionne bien, et moi c'est un film qui m'a toujours beaucoup ému, parce que il y a une scène vraiment sur la fin où je me mets à la place des enfants, et je pense oui, alors je me rends compte qu'en disant ça maintenant, c'est pas forcément très approprié, mais je pense à ma maman, et je me dis, voilà, je sais pas comment je réagirais. Donc je suis un peu désolé, je réagis à ça. J'y pense maintenant en le disant, c'est pas très malin de ma part, je suis navré, mais voilà, c'est un film, je pense, qui est sous-coté et qui est très beau, et que... J'ai pas saisi le truc là. Bah, en fait, il y a une histoire de... Enfin, je peux pas tout dire, sinon je spoil un peu le film. Ah, ok, d'accord. Mais il y a une histoire, voilà, sur la maternité et sur le rapport des enfants à leur maman. Et du coup, qui, moi, me touche beaucoup, même si j'ai pas forcément été confronté à ça dans ma famille, mais ça m'émeut, en fait, ce que je m'imagine à la place de ces enfants-là. Et voilà. Donc c'est vraiment un film que j'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est un film qui a un rapport particulier dans ma famille, parce que c'est mes sœurs qui me l'ont fait découvrir. Moi, j'ai grandi avec 2 sœurs qui étaient fans de Julia Roberts. Donc du coup, j'en ai bouffé, hein. J'ai Mystic Pizza et compagnie. Mais du coup, j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup, par exemple, Mange Prix M avec Julia Roberts, qui est un film qui se fait lyncher. Jamais vu. Alors que c'est... Voilà, parce qu'en fait, c'est une riche new-yorkaise qui va... Oui, c'est une adaptation d'un bouquin. Voilà, qui va partir un peu dans le monde pour se ressourcer et tout. Et il y en a qui disent, forcément, les riches, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et tout. Mais après, encore une fois, je m'en fous, moi, de ça. C'est tout ce que ça va lui apporter à elle, et tout le questionnement que ça t'amène à toi derrière. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs... Mange Prix M, c'est réalisé par Ryan Murphy, qui a réalisé Dahmer, donc Mange Prix M, voilà. Et dans le thème, quoi. Ouais, mais alors, pour le coup, rien à voir. Ah oui, c'est l'air Dahmer. C'est l'air Dahmer. Morgane tenait absolument à faire cette blague. J'ai piqué ta blague, désolé. L'air Dahmer. Et voilà, donc ces 2 films-là avec Julia Roberts, ces 3 films-là avec Erin Brockovich, je pense qu'ils sont sous-cotés. Et ce sont des beaux films, et des films qui, moi, m'ont ému.
Et le dernier, donc, alors vous allez me dire, c'est que des films avec des femmes, mais tant pis. Non, mais... Il n'y aura pas de blockbuster, mais c'est un film de Pedro Almodóvar. Et, c'est Agora Non, alors non, ça c'est Alejandro Amenábar. Oui, Pour le coup, oui, il est sous-coté aussi, celui-là, je pense. Parce qu'il est très très bien. Et encore une fois, c'est un film féministe. Oui, aussi. Il est excellent, je trouve. Agora est dans mon top, il est dans mon top 10. Mais voyez-le, moi j'adore ce film. Je pense qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Non, ce serait Volver chez Pedro Almodóvar. Ah, ouais. Et je trouve pareil, c'est un excellent film sur la maternité, sur la famille. Et souvent, il n'est pas cité en fait quand on parle de Pedro Almodóvar. C'est peut-être son film le plus grand public. Et c'est un peu comme La piel qui habito, quoi. On en parle un peu moins, alors que c'est vraiment un film génial. Moi, j'adore revoir ce film. Et alors, pour le coup, il faut le voir en VO parce qu'il est parfait. Et voilà, j'adore ce film-là et je pense qu'on n'en parle pas assez. Très bien. Voilà. Ok. Nickel. Et moi, je voulais vite continuer, comme ça on finira ce thème. Du coup, je voulais citer alors, c'était dur parce que je voulais. J'ai cité Jackie Brown. Parce que je trouve que dans la filmo de Quentin Tarantino, Jackie Brown ne ressort jamais. Et pourtant, j'adore ce film. Il est incroyable, je le trouve. Et ben moi, je l'ai jamais vu. Et franchement, je t'invite à le regarder parce que moi je l'ai découvert pendant le confinement. C'était le dernier Tarantino que j'avais pas vu, donc j'avais enfin tout vu de sa filmo. Et parce que pour moi, j'ai toujours entendu Jackie Brown, c'est un film mineur, tu vois. Et honnêtement, je le trouve vraiment trop bien, quoi. Il a tout. C'est un film d'enquête, mais en même temps. C'est un film qui rend hommage au film de Blaxploitation des années 70, des films un peu de mafia, d'histoire de drogue, etc. Mais c'est fait très subtilement et j'adore ce film, j'adore l'actrice principale, Pam Grier, qui est incroyable dans son rôle. Et voilà. Je voulais aussi citer absolument un film de Brian De Palma. Alors j'ai hésité entre Blowout, Phantom of Paradise et ce troisième film, mais du coup je veux citer L'Impasse qui est rarement cité, je trouve. Il y en a toujours pour Scarface en fait avec Pacino et Brian De Palma, mais pour moi L'Impasse est supérieur à Scarface et vraiment c'est un des meilleurs films des années 90, un des meilleurs films de gangsters de tous les temps et vraiment j'adore ce film. Citer aussi un film que je sais là mais j'ai vu L'Impasse. L'Impasse, tu l'as vu? Oui. Ouais. Et c'est avec Sean Penn. Ça fait longtemps. Ça date de quand? Ah oui, 2014. Oui. Ouais, mais moi c'est un film que j'aime bien revoir de temps en temps et que ça m'avait pas captivé, oui, quand même. Ouais. Bon, après je peux comprendre. Les affranchis et tout ça. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, oui, c'est pas. Clairement, c'est loin d'être un mauvais film. Très loin. De toute façon, moi, Brian De Palma, j'adore, donc et ça fait partie pour moi de ces films, de ses meilleurs films. Un film qui va faire l'unanimité ici, c'est La Guerre des Mondes 2005 de Spielberg. Ah bah oui. Très clairement. J'ai pas cité celui-là, moi. Qui est, je trouve aussi sous-coté. À chaque fois qu'on l'évoque ce film, tout le monde dit il y a Tom Cruise. En plus c'était dans sa pleine période où il était complètement les Américains n'aiment pas ce film à cause de ça. Voilà, c'est ça, où il était complètement dingue sur les plateaux télé, où il se mettait sur des canapés, et il criait, je sais pas quoi. Enfin, c'est parodié dans Scary Movie, c'est génial. Ça. Ouais, voilà. mais à part, si on met à part ce côté de Tom Cruise, franchement le film est génial. C'est un film incroyable de Spielberg, spectaculaire. Et puis il reprend l'histoire de la guerre du monde, mais il la modernise et il le fait de manière géniale. Donc voilà, La Guerre des Mondes. Et visuellement, ça vieillit bien. En plus. Ah ouais, visuellement. La première séquence là, c'est dans Queens qu'il habite ou. Ouais, c'est ça. Et elle est complètement dingue, quoi, avec tous les gens qui courent, les explosions en arrière-plan, enfin, et Tom Cruise, enfin, c'est complètement dingue, je trouve. Et c'est vrai que on pourrait dire que ça s'essouffle un tout petit peu après, le rythme est un tout petit peu cassé après, mais en fait, il se concentre plus sur la côté familial. C'est ça. Et moins sur le côté spectaculaire. Mais il y a des séquences, et c'est un film qui est hyper grave en plus.
Ah oui. C'est ce que j'aime bien, en fait. Il y a vraiment ce côté... En fait, c'est pas traité vraiment comme un film de science-fiction. C'est ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle La Guerre des mondes, et c'est vraiment traité comme un film de guerre. Où la planète se fait envahir, et on est vraiment au point de vue de l'humain, donc ça fonctionne très bien, évidemment. Et c'est vrai que oui, tout le contexte familial, et on est vraiment avec ces gens qui sont pris là-dedans et qui n'ont pas le choix que de subir face à un ennemi qu'ils ne peuvent pas vaincre. Hein. Et c'est vrai qu'il est beaucoup trop sous-coté. T'as bien raison. T'as bien raison de le citer, je te félicite pour ça. Moi j'applaudis. Ah oui, non mais c'est vrai. J'ai même pas pensé, et c'est vrai que c'est un film clairement qui. Je savais que ça allait faire l'unanimité, ça c'était sûr. Deux derniers films, je vais finir rapidement. C'est des plus petits films. Donc, Mais qui a tué Harry de Alfred Hitchcock. Une comédie. C'est-à-dire Mais qui a tué Pamela Rose. Ah oui, non, ça j'adore, mais du coup, le film s'appelle The Trouble with Harry en anglais, et Mais qui a tué Harry en français. C'est un film d'Alfred Hitchcock. C'est une comédie. Ah oui. Et c'est super drôle en fait, mais ça parle d'un jeune garçon qui trouve un corps, et en fait il va aller voir sa famille, et ça va partir de là pour découvrir mais comment ce corps est arrivé là. Il le trouve dehors en train de jouer, et du coup ça part de là, et ça va de situation rocambolesque en situation rocambolesque. Je l'ai bien en tête celui-là aussi. Et c'est vraiment honnêtement, quand on cite Alfred Hitchcock, ce film n'est jamais cité parce que évidemment la carrière est énorme, mais ce petit film, honnêtement, si vous l'avez jamais vu, il est vraiment bien. Et vraiment, c'est pas un vieux Alfred Hitchcock, hein. Il date de 1955, donc c'est vraiment. Ouais. Mais il a tout le charme du studio, par contre. Ah oui, totalement. J'adore moi les voir dans la campagne, et tu sais que c'est du flan, mais ça marche tellement bien. Ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, ça rend très très bien. Ouais. Pour ceux qui ont peur du noir et blanc, c'est en couleur, voilà, au cas où. Voilà, donc voilà. C'est vraiment un petit film très très réjouissant, et qui est sous-coté par rapport à la carrière d'Alfred Hitchcock, puisqu'elle est énorme, mais voilà. Je voulais quand même en dire deux mots. Et enfin, un tout petit film, un petit film qui s'appelle Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, qui est un film qui me touche énormément. C'est avec Keira Knightley, non ? Avec Keira Knightley et Steve Carell, qui est un film qui me dévaste à chaque fois, puisque en fait ça parle d'un mec qui est seul, et qui... le monde du coup... va vers sa perte, va vers sa fin, tout autour de lui, et du coup il va se lier d'amitié avec une voisine qui venait d'emménager dans son immeuble, et puis après ils vont partir, voilà, c'est un peu un road movie, mais ce film me dévaste et me fait pleurer beaucoup de fois, au moins à deux scènes, dont une scène pour ceux qui l'ont vu avec l'hélicoptère, je ne spoilerai pas. Et alors le synopsis est très court, et je pense que c'est très bien justement. À l'annonce imminente de la fin du monde, Dodge décide de partir à la recherche de son amour de jeunesse. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment touchant, et franchement, si vous l'avez pas vu, c'est un petit film agréable à regarder. Et voilà, je voulais parler d'un petit film pour finir. Donc, je pense qu'on a fini sur le thème. C'était un gros sujet. Maintenant, on va clore. Il y en a plein d'autres, mais bon. Ah oui, bien sûr. C'était. On voulait en citer quelques-uns quand même pour finir sur une bonne note sur ce thème. Voilà. Et du coup, on va passer à la dernière rubrique de ce podcast, et ce sera les Minutes Nerds. C'est parti. On est à la dernière rubrique de l'émission, les Minutes Nerds. Donc c'est comme dans les autres émissions, mais cette fois-ci c'est chacun qui aura une petite Minute Nerd. Donc je commence avec Morgane. Dis-moi ce que tu as prévu pour cette petite Minute Nerd. Alors, comment dire ? Je sais que la musique c'est subjectif, alors c'est compliqué de conseiller à quelqu'un d'écouter de la musique et tout. Mais très bien. De quoi ? Non, c'est très bien, je suis impatient de voir ce que tu... Moi c'est pour ça que c'est prévu, la Minute Nerd, tu peux conseiller ce que tu veux, justement.
Alors, disons que je me suis mis il n'y a pas longtemps au vinyle. Voilà, je me suis oui, j'ai vu ça. Des disques. Voilà. Et j'ai envie de rendre hommage à ce qui est pour moi l'un des meilleurs albums que j'ai entendu de ma vie. Un album français, d'un Jean-Michel Jarre. Français. Ah non. Non, c'est pas Jean-Michel Jarre. Ah, j'aurais pu. Peut-être. Ouais. D'ailleurs, il sort un prochain album là le Oui, mois j'ai prochain, vu. donc peut-être que j'en parlerai. Non, c'est un album sorti en 2017 qui est l'album 13, donc le titre c'est 13 de l'album, d'Indochine. Qui est pour moi ce qu'ils D'accord. ont fait de mieux sur le plan musical. C'est un petit peu pour moi le summum de leur virtuosité, des paroles qui sont pour moi mais brillantes, des mélodies qui sont ultra sublimes et qui restent en tête. Je crois que la plupart des chansons que je préfère d'Indochine sont dans cet album. Alors certes, j'adore J'ai demandé à la lune, tout ça, ou Mao Boy, un truc comme ça. J'adore, mais vraiment, je suis très fan de Station 13, je suis très fan de Song for a Dream, 2033 aussi, enfin... La plupart des chansons que j'aime de ce groupe, et d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller au Stade de France. C'est ce que j'allais te demander, si tu les avais vus en concert ou pas. Je les ai vus en concert au Stade de France et je peux vous dire que j'ai encore du mal à m'en remettre. Parce que avec l'écran géant là L'écran à 360 degrés. Alors j'avoue que ça avait un petit peu ses limites parce que c'est un groupe et comme c'est un écran à 360 degrés, on n'avait jamais les 4 personnes sur l'écran. Donc c'est un peu dommage, moi. L'idée d'un groupe, c'est qu'on voit tout le monde ensemble, mais c'est pas grave. Enfin, j'étais dans les gradins et ça permettait à ce que tout le monde voit, de la même façon. Donc du coup, j'ai acheté le double vinyle qui coûte pas cher. Je l'ai payé à 25 € sur la Fnac. Voilà, c'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. Et franchement, si vous l'avez pas écouté cet album, si vous l'avez pas écouté cet album, vous connaissez sûrement La vie est belle. Enfin, tout le monde a entendu cette chanson-là. Mais c'est vraiment le meilleur album d'Indochine. Je l'ai réécouté. Pour moi, c'est un bijou. Je crois que c'est mon album français préféré. Et Dieu sait que j'adore la variété française. Je suis fan de Mylène Farmer. Ça, c'est que sûr, je vais voir on en le concert sait. bientôt. On ne le sait que trop bien. Voilà. Mais Indochine, bon, c'est de la variété qui passe bien. Oui. Donc, c'est du rock. Et, moi, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment le meilleur album d'Indochine. Et écoutez-le, réécoutez-le. C'est indémodable. Très bien. Eddie ? Eh ben moi, pour ne pas changer les bonnes habitudes, j'ai envie de vous parler de Townscaper. Oui. Tu vois ce que c'est ? J'ai vu que tu y jouais, ça m'avait tenté aussi. Alors, j'avais hésité à l'acheter parce qu'il était à 2 € sur ouais. Steam. En fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais. C'est parce que je suis très radin et ça ne coûtait rien. Non, c'est pas du tout pour ça. Non, c'est qu'en fait, je suivais des youtubeurs qui jouaient beaucoup à Planet Coaster et Planet Zoo. Et deux jeux auxquels je joue. Que je joue moins en ce moment parce que mon PC chauffe un peu trop. Du coup, il y en a qui ont fait des petites vidéos sur ce jeu-là. Et en fait, c'est un... Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de jeu déjà ? Je ne sais pas. C'est plus un petit outil de création. En gros, vous avez une carte pleine d'eau. C'est l'océan, quoi. Ouais. Et vous avez juste à cliquer. Avec le clic gauche ou avec le clic droit. Et c'est tout ce qui se passe. Et en fait, ça clique, quand vous cliquez, ça crée une petite maison. Et si vous cliquez dessus, ça va créer un étage. Si vous cliquez à côté, ça va rajouter un bâtiment. Et en fait, c'est tout un algorithme qui va créer des bâtiments. Et vous pouvez créer des villes comme ça, des villages. Et en fait, c'est juste un jeu qui fait appel à votre imagination. Il y a pas de forme de vie dans ces petites villes que vous allez créer. C'est juste à la limite des oiseaux sur les toits. Des petits bâtiments et c'est tout mignon, c'est coloré, c'est pastel. Visuellement, ça ressemble un peu à Luca. Si vous avez vu Luca de Pixar. Alors, très clairement, on peut créer le petit village de Luca. Alors même si on peut pas la coller à une colline et tout ça, mais on peut aller dans ce style-là. On peut s'amuser à refaire Venise aussi si on veut, parce que vu que c'est sur l'eau, il y a tout un système de canaux qui se crée. Et en fait, c'est un jeu qui est très reposant. Et c'est juste ça. Donc voilà. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Non, mais c'est très bien. Mais je sais qu'il est modable si vous voulez pousser le truc un peu plus loin. Moi, je l'ai pas fait parce que tous les tutos étaient en anglais. J'avais pas envie de me prendre la tête, même si j'ai modé d'autres jeux en anglais, mais je l'ai pas fait. Mais après, voilà, rien que le jeu en lui-même, déjà, on peut s'amuser à faire des petits trucs sympas et finalement on y passe du temps parce que j'ai vu que j'avais une dizaine d'heures dessus et en fait on perd vite son temps là-dessus, mais c'est tellement en fait reposant que
que ça fait du bien. Genre après une journée de boulot, t'as pas envie de réfléchir, t'as pas envie de te poser devant la télé, y a rien qui t'intéresse ou voilà, t'as pas envie de sortir ou quoi que ce soit. Et ben moi je me suis mis là-dessus et c'est vrai que j'ai passé du bon temps vraiment juste à créer des petites rues avec des petites maisons et voilà, c'est tout. Ouais, d'accord, nickel. Du coup, je vais finir moi avec ma minute nerd. Alors, je vais parler d'un truc. Je pense que c'est actuellement. Je vais parler d'une série. C'est la série limite la plus vue actuellement. Mais je vais quand même en parler parce que c'est quand même important. Je vais parler des Anneaux du Pouvoir. La série Les Seigneurs des Anneaux. Qui s'est finie hier. Hier, il y a eu le dernier épisode qui est sorti que j'ai pu voir hier soir. Donc, j'ai vu toute la première saison. Alors, il y a eu. Mais du coup, tu recommandes ou tu recommandes pas? Ah oui, alors, de toute façon, si j'en parle d'un minute nord, c'est que je recommande. Ok, parce que moi, j'ai vraiment eu que des avis négatifs. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que je voulais apporter un petit avis positif quand même. Alors, je vais replacer dans le contexte. Les Anneaux du Pouvoir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une série qui se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc la Terre du Milieu, mais qui se passe avant le Seigneur des Anneaux et avant le Hobbit. Ça se passe au deuxième âge. Donc, c'est le Silmarillion ou pas? Non, c'est avant le Silmarillion. Le Silmarillion, ça parle du premier âge. Là, la série parle du deuxième âge. C'est là où il y a le moins d'écrits de Tolkien. Il y a pas énormément de textes, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'inventer des choses. Et des choses, j'en parlerai un petit peu, mais il y a des choses qui n'ont pas plu du tout aux fans. Et bon, le fait que les nains soient noirs, notamment. Ça, parce qu'il n'y a pas de lumière dans les mines, alors ils peuvent pas être noirs. Voilà. Oh putain, qu'est-ce que les gens peuvent être cons aussi. je voulais pas trop en parler parce que moi j'en parle, moi j'aime parler des sujets qui c'est un non-argument total pour moi. Ah oui, non, mais étant fan de Tolkien, du coup, d'ailleurs j'ai lu le Silmarillion avant de me plonger dans la série parce que je voulais avoir un contexte. Trop dur à lire. Honnêtement, c'est un bouquin de 400 pages, mais il est dense comme un bouquin de 1200 pages, quoi. Vraiment, en fait, il y a énormément d'informations par page, mais en fait, moi je comprends que ça plaise pas à certaines personnes, mais pour moi, c'était calibré pour mon type de lecture. J'ai adoré, honnêtement. Moi, j'arrive pas à lire tout. Et ça me dégoûte parce que j'adorerais, mais j'arrive pas. Il y a trop de détails partout, moi ça me perd, je peux pas. Après, le Hobbit, ça va encore. Oui, mais moi c'est surtout le Seigneur des Anneaux que je voulais lire. Oui, ouais. Le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que ça a l'air assez dense. En fait, alors typiquement, pour vraiment, évidemment, c'est que c'est bien écrit. Mais en fait, c'est un style. Et c'est un style, ça passe ou ça casse. Et moi, du coup, il y a trop de descriptions. Et j'arrive pas. Autant j'ai pu lire les Narnia parce que c'était très simpliste et du coup et il n'y a pas beaucoup de descriptions et moi ça m'aide en fait parce que j'aime m'imaginer moi-même mes trucs, mais le Seigneur des Anneaux en fait c'est que tu sens vraiment qu'il veut que tu vois ce que tu vois l'image c'est et ça, l'image qu'il a en tête, quand il l'a écrit et du coup voilà c'est compliqué. Moi j'ai vraiment du mal, mais je reconnais que effectivement c'est très très bien écrit. Il faut juste faut être capable de lire ça quoi. Du coup, si le Seigneur des Anneaux c'était compliqué pour toi, je te conseille pas du tout le Silmarillion parce que c'est et pourtant ça m'intéresse parce que toute l'histoire de la Terre du Milieu, je l'ai lu plus sur des pages wiki ou des choses comme ça. Voilà, pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a plein de vidéos YouTube, il y a plus de vidéos YouTube en anglais, mais vous en trouvez en français, qui expliquent très bien de manière concise et visuelle l'histoire, la création du monde, dieux, les divinités, qui est en fait quand tu te rends compte et que tu lis ça, tu te dis tu te rends compte que le Seigneur des Anneaux en fait c'est rien du tout. C'est ça, c'est un grain de sable dans l'histoire. Au monde et c'est passionnant en fait et même tout ce qui est au niveau linguistique et tout ça. Enfin bref, normalement je parlais pas du Silmarillion, mais tout ça pour dire que le Silmarillion c'est génial. Je l'ai lu et j'ai prévu de le relire et de le relire et le re-relire quoi. Vraiment ça m'a passionné. Donc je voulais parler du coup des Anneaux du Pouvoir, la série Amazon.
moi j'ai beaucoup aimé cette série. Alors j'avoue que c'est sûr qu'il y a, c'est une adaptation, donc forcément il y a des trucs qui ne sont pas cohérents avec ce que Tolkien a écrit, mais j'ai envie de dire quelle adaptation, même Le Seigneur des Anneaux a dû faire des concessions. Pourtant, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est considéré comme une des meilleures adaptations bouquins films, et pourtant il y a plein de choses qui trahissent, et il y a même des hyper méga fans de Tolkien qui sont là, mais les films de Peter Jackson c'est les pires films parce que ça trahit l'esprit Tolkien. Enfin, du coup avec toutes ces histoires on s'en sort jamais. Et honnêtement, moi je l'ai pris pour ce que c'était. C'était une série faite par des gens qui sont quand même soucieux de l'empreinte laissée par Tolkien, sachant qu'ils n'ont pas tous les droits. Ils ont pas en fait, ils ont acheté les droits. Alors c'est vraiment, quand je vais vous dire ça, c'est ridicule en fait. Ils ont acheté les droits du Seigneur des Anneaux et surtout des annexes du 3e bouquin où il explique un petit peu ce qui se passe dans le 2e âge, mais vraiment c'est une centaine de pages voire moins. Donc c'est voilà, et après ils se basent là-dessus pour créer tout ce qui n'a pas été dit par Tolkien. Ils n'ont même pas le droit de citer ce qui se passe dans le Silmarillion puisqu'ils n'ont pas acheté les droits du Silmarillion qui donc du coup dans le Silmarillion ils parlent un peu du 2e âge mais c'est principalement basé sur le premier âge, donc voilà. J'ai trouvé cette série géniale. Déjà visuellement tout le monde l'a dit. Même les pires critiques ne peuvent pas dire que visuellement c'est incroyable à regarder. C'est super bien filmé. J'ai trouvé des très bonnes idées de mise en scène. Ce qui est bien, c'est qu'il se sépare un peu de l'univers, de la vision Peter Jackson. C'est son propre. Ils n'ont pas essayé de copier, ils n'ont pas essayé de faire on vous rappelle le film de Peter Jackson. Non, c'est sa propre entité, c'est sa propre identité visuelle, et ça c'est vraiment super. Je trouve ça super intéressant d'avoir une vision différente du monde de la Terre du Milieu par les gens qui ont créé cette série. Honnêtement, moi l'histoire j'ai apprécié la suivre. Il y a des épisodes où j'ai été un peu moins intéressé, mais malgré tout je trouve que l'histoire se suit très bien. On trouvera toujours des défauts, on pourra toujours pinailler. Pour moi honnêtement cette série c'était une grosse claque. Personnellement j'en attendais quand même un petit peu, mais j'étais ouvert d'esprit, et pour moi pour apprécier cette série il faut être un peu ouvert d'esprit, ce qui malheureusement est pas trop le cas de certaines personnes qui sont un peu trop fermées. Il y a aussi beaucoup de gens qui disaient mais au bout du 5e épisode il n'y a pas d'action, je sais pas ce qui se passe. À mon avis ces personnes n'ont jamais lu Le Seigneur des Anneaux, parce que l'action elle est pas comme dans le film de Peter Jackson, quoi. C'est pas il n'y a pas des batailles à chaque endroit. Peter Jackson était obligé de faire des moins dans le Hobbit, mais dans le Seigneur des Anneaux, il y a des passages un peu plus lents. La communauté de l'anneau, bien sûr. La communauté de l'anneau, c'est un film qui est assez long à se mettre en place. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Mais je comprends pas les fans qui sont là. Nous, on veut plus d'action, on veut plus de... En fait... je trouve que les dialogues sont plutôt bien écrits, les relations entre les personnages sont très intéressantes, il y a des twists qui sont vraiment cool et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas spoiler absolument, mais ce qui se passe dans le dernier épisode je suis plutôt fan. Il y a quelques choix visuels etc où je suis un peu moins fan de ce qu'ils en ont fait, principalement des choix de montage, des choix de présentation de titres. Ça paraît pas clair quand je dis ça, mais pour ceux qui ont vu la série verront de quoi je parle. En tout cas, voilà, je vais pas alourdir cette Minute Nerd. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, alors évidemment il faut un abonnement Prime, mais honnêtement en tant que fan des bouquins, fan des livres, fan des films pardon, j'ai pris mon pied et j'ai vraiment aimé la relation, la relation entre Durin et Elrond. Je la trouve géniale. Je suis trop impatient de voir ce qui va se passer dans la saison 2, sachant que je crois qu'il y a 5 saisons prévues. Et voilà, je suis très très curieux de découvrir ce qui se passe, même s'il y a quelques petits défauts. Voilà, on est parti pour cette histoire, et c'est vraiment cool. Voilà, moi je vous la conseille. Voilà, si vous l'avez pas encore vu, si vous avez été rebuté par ce que les gens en ont dit,
moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié cette série et voilà, visuellement, c'est une claque sans nom, quoi, vraiment. Et puis même l'écriture des personnages, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et ben voilà, on a fini. Moi, c'est parce que j'ai pas d'abonnement Amazon que j'ai. Oui, ouais. Mais en tout cas, voilà, si tu as l'occasion de le voir, je te conseillerais. Je te la conseille. En plus, elle fait 8 épisodes. C'est cool. C'est vraiment le nouveau format des saisons, ça. Ah, mais moi, Netflix, c'est que du 8 épisodes à chaque fois. Ouais, mais après, 8 épisodes de quelle heure? 1 heure, non? 1 heure, ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, entre 45 minutes et 1 heure, on voit pas trop la différence. Enfin, c'est sûr que... Sauf sur Disney+. Ouais. Parce que sur Disney+, ils te mettent, quand t'as des courts-métrages, ils te mettent 7 minutes, et en fait, le truc, il fait 3 minutes, et t'as 4 minutes de générique. Ouais, de générique. C'est insupportable. Il y a toutes les voix. C'est ça. Il y a tous les doublages après, à la fin. Ouais, je sais. Mais voilà. Donc, on va finir cette émission. Voilà. Du coup, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, ça a été un plaisir de le faire. Je pense que Eddie Morgan aussi. Ça vous a plu? Oui. Ouais, nickel. C'était un plaisir de reprendre les podcasts. Voilà. On va vous rappeler un petit peu les informations. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, alors je vais le refaire de tête. Ah ouais, c'est vrai. Ça aussi. Ouais. Du coup, vous pouvez retrouver toutes les émissions. Normalement, on devrait revenir un peu plus souvent, on espère. Voilà. Les émissions de la décennie passée. Sur moviesnerd.net, vous pouvez retrouver toutes les actualités. Sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, il y a Movies Nerd. Sur Twitter, c'est movies_nerd. Instagram, moviesnerd_officiel. Vous pouvez nous contacter par adresse mail contact@moviesnerd.net. Et ensuite, vous pouvez noter le podcast sur PodCloud, sur Apple Podcast, sur Spotify. Maintenant, vous avez la possibilité de noter les podcasts, donc allez-y, faites-vous plaisir. On est disponible un peu partout. Sur YouTube aussi, j'ai oublié de dire, oui, on a notre chaîne YouTube où vous retrouvez les émissions, du coup. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Steam et sur Movies Nerd. Le nom, c'est TheLexal, TheLexal. Morgane, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter, @cinémorgane, voilà. Ok. Que ici. Très bien. Toujours ici. Parfait. Eddie? Eh ben, je sais pas. Ah. je sais pas quoi vous dire. Ok. Si, sur Movies Nerd, évidemment, Sens Critique, mais j'y vais pas beaucoup. Ouais, moi j'y vais plus du tout, hein, je vous avoue. J'y vais pas beaucoup. Et... Non, peut-être le mieux, c'est peut-être encore Movies Nerd. Hein. Ouais, très bien. Sur Movies Nerd, sur Movies Nerd. Parfait. Après, sur Steam, mais... Ouais. Voilà. C'est tout. Et bientôt en EHPAD. Ouais. On vieillit tous. C'est déjà plus ou moins le cas, mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai que toi, oui. Mais de l'autre côté. De l'autre côté, oui, je n'ai pas encore... non. Ah ouais. Du côté des maltraitants. Oui, exactement. Nous sommes tous d'horribles personnes. Oui. Avec énormément de moyens, nous avons beaucoup de temps à perdre pour maltraiter vos parents. Confiez-les. Exactement. Voilà, après ces belles paroles, comment vous dire, on vous dit à la prochaine. On vous donne pas de date pour l'instant parce qu'on va pas vous promettre des choses. Mais voilà, on espère très prochainement. Et nous ne ferons pas de fausses promesses. Voilà, exactement. Cette cathédrale, nous ne la reconstruirons pas en 4 ans. Voilà, en plus ça finit sur un propos politique, j'adore. Du coup, voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée à vous et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.